Euh, alors, je vais donc partager mon écran puisque j'ai préparé un PowerPoint. Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Oui, parfait. Très bien. Oui. Alors, quand Thierry et Xavier m'ont contacté il y a maintenant quelques semaines, j'ai fourni deux articles. Un sur la relation entre la Chine et le Laos, et un entre la relation entre le Laos et le Vietnam, qui nous serviront de base aussi dans les discussions un peu plus tard pour montrer un petit peu à la fois cette relation est très complexe à la fois avec la Chine et avec le Vietnam. Excusez-moi, Eric, Oui, simplement pour dire que ces deux documents sont directement accessibles à toute personne sur mon site, dans la page où il y a le calendrier du séminaire. Donc, il suffira de cliquer pour pouvoir y accéder. Ah, voilà. Merci. très bien. Ce sont deux articles là, qui sont intéressants, puis qui montrent à la fois donc, la progression, bien sûr, depuis une vingtaine d'années de la présence chinoise au Laos, mais aussi sa présence dans les rouages politiques, économiques du Laos, et bien sûr les résistances, d'une certaine façon, du Vietnam, puisque le Vietnam reste encore incroyablement présent, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique, surtout au Vietnam, et pour montrer que cette relation est extrêmement complexe, ce jeu à trois, et je crois même ce jeu à quatre, puisqu'il ne faut jamais oublier qu'il faut rajouter la Thaïlande. La Thaïlande a une grande proximité culturelle avec le Laos, et la Thaïlande reste encore aujourd'hui le premier partenaire économique avec le Laos. C'est pour nuancer un petit peu tout ce que je lis régulièrement sur le Laos, qui serait un pays complètement aux mains de la Chine. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et encore une fois, ces deux papiers permettront de réfléchir, de discuter et d'amener peut-être un peu plus de profondeur à l'analyse que je vais vous faire aujourd'hui. Même si cette analyse aujourd'hui va surtout porter, bien sûr, sur le projet des nouvelles routes de la soie, même si les nouvelles routes de la soie dans le monde et surtout au Laos, c'est en fait un projet multidimensionnel. C'est quelque chose dont je vais parler un peu plus tard lors de cette présentation. Alors, je vais changer de diapositive. Alors, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui suivent ce séminaire. Je ne connais pas votre niveau de connaissance vis-à-vis du Laos, donc j'ai mis quelques indicateurs. Alors, ils sont très imparfaits, mais ils permettent au moins peut-être de fixer les idées et de mieux connaître le Laos pour les personnes qui n'auraient jamais eu la chance de mettre les pieds au Laos ou qui ne connaissent rien du Laos. Je n'oublie pas que c'est un séminaire qui est avant tout un séminaire centré sur l'Afrique, et là, on vous emmène très loin, dans un pays d'Asie du Sud-Est, un pays d'ailleurs qui est peut-être l'un des plus méconnus avec le Timor, sans doute, et le Sultanat de Brunei en Asie du Sud-Est, un des pays des moins visités, il faut bien le dire. Alors, quelques indicateurs. Regardez tout d'abord la carte. La carte montre déjà un élément très important. J'y reviendrai à plusieurs reprises lors de cette présentation. Le Laos est un pays donc enclavé. C'est le seul pays donc d'Asie du Sud-Est à être enclavé, donc un pays qui n'a pas accès directement aux mers et aux océans. Et c'est un pays donc qui se situe qui est enclavé autour de cinq pays, qui est entouré de cinq pays, dont trois pays extrêmement puissants, donc la Chine, dont il sera question aujourd'hui, la Thaïlande, le Vietnam, mais aussi des petits pays comme le Cambodge et la Birmanie. C'est un petit pays sur le plan de la démographie, une population de 7 millions d'habitants environ, une population qui est très jeune, à peu près 50% de la population a moins de 25 ans, ce qui le différencie notamment de la Thaïlande et surtout de la Chine, qui sont deux pays vieillissants, mais qui le rapproche un petit peu de ce qu'on peut voir au Cambodge, au Vietnam ou en Birmanie, qui sont des pays plutôt jeunes. C'est un pays qui, contrairement aux idées reçues sur l'Asie, est un pays qui est très faiblement densifié. 33 habitants au kilomètre carré, c'est notamment 10 fois inférieur aux densités que l'on retrouve au Vietnam, c'est 5 fois inférieur, 4-5 fois inférieur aux densités que l'on retrouve en Thaïlande. Donc c'est un pays qui est faiblement densifié au niveau de la population, pour la seule bonne raison que c'est un pays extrêmement montagneux. Plus de 50% du territoire laotien a une inclinaison au-delà de 35%. Donc c'est un pays très montagneux qui n'est pas toujours facilement occupable. C'est également donc un pays avec une population très rurale, 64%, vous le voyez. Je vous rappelle que la population rurale en France se situe un petit peu en dessous de 20%, pour vous donner donc une comparaison.
Et c'est un chiffre, et c'est quelque chose qui est très important aussi quand on y reviendra, quand on parlera de ces grands projets, notamment qui se situent loin des grandes villes et dans les zones rurales. C'est un pays qui reste très pauvre, il faut bien le dire, 30% de la population donc, se situe sous le seuil de pauvreté, et tout ça se répercute directement sur les chiffres du PIB par habitant. Le PIB par habitant, 2630 dollars américains en 2020, il a sans doute encore baissé en 2021 à cause, bien sûr, de la pandémie qui frappe très durement l'économie laotienne. Un IDH, donc un indice de développement humain qui, bien sûr, classe le pays dans les profondeurs du classement, 137e sur 189, et il est considéré comme un pays qui a un développement moyen. En revanche, les taux de croissance, jusqu'à bien sûr l'épisode de la pandémie du Covid-19, étaient en revanche très élevés. C'est un pays qui a un taux de croissance depuis au moins une quinzaine d'années qui se situe à 6-7%. C'était le cas en 2019, bien sûr patatrac en 2020, mais en 2021, les études disent que le taux de croissance va remonter, sans doute aux alentours de 4%, malgré le fait que le pays soit complètement fermé depuis maintenant février 2020, mais les exportations massives d'électricité et notamment de quelques denrées alimentaires ou de produits agricoles va permettre malgré tout au Laos d'avoir un taux de croissance que bien des pays lui envient. Je le rappelle, un taux de croissance qui va se situer a priori autour de 4%. C'est une république communiste, le nom officiel du Laos, c'est la République démocratique populaire Lao. Donc c'est un pays qui jeune, qui est un pays qui sous sa forme actuelle, a été fondée donc en 1975, donc la même année que la création du Vietnam actuel. Et c'est un pays où il y a un suffrage universel, il y a des élections législatives tous les 5 ans. La dernière élection, les élections a eu lieu en février 2021, et on a élu au suffrage universel direct 164 députés de l'Assemblée nationale. Sur les 164 députés, 158 d'ailleurs sont issus du membre du parti. Le Parti communiste laotien est le seul parti qui est autorisé au Laos. Et il y a malgré tout 6 candidats, 6 députés qui sont sans étiquette, mais qui doivent être adoubés, bien sûr, par le Parti communiste avant de pouvoir se présenter aux élections. C'est un suffrage universel direct qui est obligatoire, c'est une particularité du Laos. On a l'obligation d'aller voter, ce qui fait que les taux de participation sont très élevés au Laos. Le dernier taux de participation se situe à 93% de gens qui ont été votés. C'est d'ailleurs inférieur à ce qui se passait les années précédentes. Habituellement, on est plutôt autour d'un taux de participation de 97 à 98%, mais la situation sanitaire du Laos fait qu'un petit pourcentage de gens n'ont pas pu se rendre ou n'ont pas été votés. Et c'est un pays multiethnique, comme bien des pays d'ailleurs en Asie du Sud-Est. C'est un pays qui officiellement a une cinquantaine d'ethnies, même si certains spécialistes de la question considèrent qu'il y en a beaucoup plus. Mais pour des raisons politiques, le gouvernement du Laos considère qu'il y a 50 ethnies. L'ethnie, bien sûr, majoritaire, c'est l'ethnie Lao, qui correspond à 53-54% de la population totale, mais c'est un pays qui est, encore une fois, multiethnique et qui gère, je dirais, à part pour quelques ethnies particulières, notamment les Hmong, gère plutôt bien, on va dire, ces ethnies. Et il y a même au gouvernement donc des personnes qui sont issues des minorités ethniques ou des nationalités ethniques, ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est. Voilà pour ce tableau général, bien sûr très imparfait, très rapide, mais qui donne peut-être que quelques éléments sur lesquels nous pourrons rebondir tout au long de la présentation. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va surtout parler bien sûr du grand projet, de ce grand projet infrastructurel qui est en train de transformer le territoire laotien. Donc c'est ce train, et il faut comprendre dans quel projet global il s'insère. Et voici deux cartes qui sont intéressantes. C'est le projet de réseau ferroviaire pan-asiatique, qui est un projet qui est apparu au début des années 2000, qui est un projet qui est apparu dans la tête du gouvernement chinois, mais qui a été assez vite d'ailleurs accepté, notamment par l'ASEAN, mais aussi par un certain nombre de pays de l'Asie du Sud-Est, et qui montre finalement ce réseau pour l'instant, qui n'arrive pas à se mettre en place, mais ce réseau qui est intéressant, qui montre comment est-ce que la Chine arriverait à se connecter jusqu'à Singapour en passant par 3 chemins. Alors, il y a 3 routes qui avaient été imaginées à l'époque par la Chine et encore une fois par l'ASEAN. Il y a cette route, la route
de l'Est, qui passe donc par le Vietnam, qui est une route qui, a priori, pour l'instant, ne verra pas le jour pour différentes raisons, puisque le Vietnam, pour l'instant, hésite depuis quelques années donc à intégrer le projet de nouvelle route de la soie. Mais a priori, un train à grande vitesse qui traverserait le Vietnam du nord au sud en se connectant donc à Kunming, donc une ville de la province du Yunnan en Chine, ne verra pas le jour tout de suite, même si la Chine a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait investir 10 milliards de dollars pour rénover l'ensemble de ces lignes de chemin de fer et construire de nouvelles lignes de chemin de fer. Il n'est plus question pour l'instant de construire un train rapide entre Hanoï et Ho Chi Minh pour la simple et bonne raison que c'est un projet qui a été estimé à 60 milliards de dollars américains et que le Vietnam n'a pas les capacités financières de financer ce projet. Elle ne veut pas non plus se tourner vers la Chine pour faire prêter cet argent. Et actuellement, des acteurs comme les États-Unis, le Japon, qui sont des pays qui se sont montrés intéressés à travailler sur ce projet de train à grande vitesse, n'ont pas bien sûr les capacités économiques, financières pour l'instant, pour prêter 60 milliards de dollars au Vietnam. Donc pour l'instant, le train à grande vitesse entre Hanoï et Ho Chi Minh, pour l'instant, ne verra pas le jour. Enfin, ne voit pas le jour et c'est un projet qui est quasiment enterré pour l'instant, même si je le rappelle, je le répète, il y a une volonté de rénover la voie existante entre Hanoï et Ho Chi Minh. Il faut actuellement à peu près une trentaine d'heures en train pour aller de Hanoï à Ho Chi Minh et les travaux de rénovation vont sans doute permettre de gagner quelques heures entre ces deux villes. Ensuite, le projet entre Ho Chi Minh qui passerait par Phnom Penh et qui irait jusqu'à Bangkok, pour l'instant, n'existe véritablement pas. Il y avait donc une autre route qui était en prévision, qui était dans les cartons, c'est la route de l'Ouest, donc la route toujours qui relie Kunming et qui passerait donc par Rangoon et qui rejoindrait donc Bangkok, la capitale thaïlandaise, pardon. Mais ce projet, pour l'instant, connaît bien des problèmes qui sont liés d'ailleurs à la crise politique que vous connaissez tous actuellement en Birmanie, où il y avait une étude de faisabilité qui avait été mise en place à partir de janvier 2021, mais le coup d'État fait que finalement l'étude de faisabilité s'est arrêtée et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va reprendre. Donc on est encore pour l'instant au stade des études de faisabilité, donc on est encore très loin de commencer les travaux et de relier donc Kunming à Bangkok via le territoire birman. Sur ces trois projets, finalement, le seul qui avance véritablement, c'est ce qu'on appelle la route centrale, donc qui traverse le Laos, qui va ensuite permettre de se connecter au territoire thaïlandais et qui permettra ensuite d'aller jusqu'à Bangkok. Bangkok, dans ce projet, bien sûr, ce rêve d'être un futur hub régional pour les trains à grande vitesse qui relierait donc l'Asie du Sud-Est à la Chine. D'ailleurs, il y a une nouvelle gare qui a été inaugurée il y a quelques semaines. Mais pour l'instant, le projet s'arrête à Bangkok, puisqu'il était question qu'il y ait un projet qui relie Bangkok à Kuala Lumpur, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et il était surtout question ensuite qu'il y ait un projet dont on parle depuis au moins une quinzaine d'années, qui relie Kuala Lumpur à Singapour avec un train à grande vitesse, sauf que le projet a été abandonné il y a quelques mois. Donc sur l'ensemble de ce réseau pan-canadien de lignes de chemin de fer, en réalité, la plupart des projets ont été abandonnés ou sont à l'arrêt, mais seul finalement le corridor central est en cours de création, même s'il reste très imparfait. Alors, si on se concentre uniquement sur ce corridor central, il existe aujourd'hui le train à grande vitesse va de Kunming jusqu'à Moan, donc jusqu'à la frontière entre la Chine et le Laos. Il y a maintenant donc une ligne de chemin de fer qui est maintenant terminée entre Moten et Vientiane, mais si elle est encore en cours de test. Et il y aura bientôt une connexion avec le territoire thaïlandais qui permettra ensuite de se déplacer de bien des lieux du territoire chinois jusqu'à Bangkok. Alors, néanmoins, les projets thaïlandais ont pris beaucoup de retard. Il y a bel et bien aujourd'hui une portion du train à grande vitesse qui est en construction entre Bangkok et Nakhon Ratchasima.
Ce projet devrait être normalement terminé en 2025, mais en revanche, on n'a pas vraiment de perspective et de date pour le deuxième tronçon qui rejoindrait Nakhon Ratchasima jusqu'à Nong Khai, donc jusqu'à la frontière entre la Thaïlande et le Laos, qui est un projet qui serait peut-être terminé en 2030, 2035. On n'est pas certain de la date. Donc vous voyez bien que même si on va inaugurer le 2 décembre 2021, donc d'ici quelques semaines, le tronçon qui va traverser le nord du Laos et qui va permettre d'aller de Kunming jusqu'à Vientiane, on n'est pas prêt encore d'aller de Kunming jusqu'à Bangkok en train à grande vitesse, puisque les connexions, il manque des lignes pour l'instant qui permettront d'aller jusqu'à Bangkok, et tout ça ne se fera pas avant 2030, 2035. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que le tronçon de Nakhon Ratchasima jusqu'à Nong Khai a été négocié, mais l'étude de faisabilité n'est toujours pas terminée. Et donc, on est encore très très loin de commencer les travaux, d'autant que c'est la Chine qui prête l'argent, du moins sur ce tronçon. Et même si les accords ont été signés, régulièrement, la Thaïlande remet en question cet accord, notamment sur les négociations qui sont liées au taux d'intérêt. Si on change d'échelle et qu'on se concentre maintenant uniquement sur le tronçon qui est maintenant fini, de ce train à grande vitesse, enfin du moins de cette ligne de chemin de fer qui parcourt donc le nord du Laos, voici quelques chiffres. Donc c'est une voie de ligne de chemin de fer qui fait 420 km², qui est intéressante puisqu'elle est directement au standard de la voie unique, hein, donc avec un écartement de 1,435 m, qui est l'écartement standard. C'est l'écartement d'ailleurs qu'on trouve en France, c'est l'écartement qu'on trouve en Chine. Ce n'est pas l'écartement d'ailleurs qu'on trouve au Vietnam. Au Vietnam, l'écartement est un écartement métrique, et les nouvelles lignes qui vont être mises en place au Vietnam d'ailleurs vont utiliser donc cet écartement de 1,435 m, ce qui permettra de mieux connecter finalement le réseau vietnamien au réseau régional et surtout au réseau chinois. Ce qui permet là encore de nuancer aussi ce qu'on peut lire sur le Vietnam et la Chine, de deux pays qui seraient dans un conflit géopolitique majeur en lien avec la mer de Chine méridionale. En fait, en réalité, sur le terrain, ce que l'on constate, c'est qu'il y a bel et bien une accélération de la connectivité du territoire vietnamien avec le territoire chinois. Mais pour revenir donc au Laos, donc, c'est un projet qui, au départ, devait avoir 39 gares disséminées sur 420 km. En fait, en réalité, pour l'ouverture de 2021, il n'y aura que 10 gares actives, et on ne parle plus maintenant de 32 gares, mais de seulement 20 gares, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus raisonnable quand on connaît donc les densités de population dans le nord du Laos. C'est un projet qui, sur le plan technique, est assez compliqué, puisqu'il y a 75 tunnels pour une longueur donc, de 198 km, donc quasiment la moitié du parcours va se faire sous la forme d'un tunnel. C'est un projet aussi qui demande 62 km de pont, donc là aussi c'est considérable, et c'est ce qui explique les coûts qui sont importants. Donc c'est un projet qui se situe aux alentours de 6 milliards de dollars américains. Il est fort probable que cette somme ait été dépassée, mais le chiffre qui est disponible tourne autour de 6 milliards de dollars américains. C'est un projet qui, officiellement, du moins au départ, devait être un partage de 30-70, c'est-à-dire que le Laos devait financer sur ces 6 milliards 30% de la somme, et la Chine devait financer 70%. En fait, en réalité, sur les 30% que devait apporter le Laos, elle n'a fourni en réalité que 250 millions de dollars américains. Elle n'a pas été capable sur ses fonds propres, de donner beaucoup plus d'argent. Donc, elle a emprunté le reste de l'argent à la Chine. Donc, elle s'est davantage endettée par rapport à ce projet. Et en termes de gestion de cette ligne de chemin de fer, donc la Chine et le Laos ont mis en place donc une joint venture, donc une co-entreprise, qui va avoir la gestion donc, de ce projet pendant une trentaine d'années, mais cette co-gestion sera reconductible. C'est ce qui est prévu du moins dans les contrats et dans les accords. Voilà pour quelques paramètres liés à ce projet. Alors, quand on parle de grands projets qui, sur le plan infrastructurel, est très compliqué, sur le plan de l'ingénierie est assez compliqué, voilà aujourd'hui quels sont les paysages du nord du Laos liés à ces projets. Donc, on voit bien que ce sont de véritables prouesses technologiques, et c'est aussi donc, des projets qui font une véritable trouée dans la forêt tropicale du nord du Laos. Donc on voit bien, il faut construire des ponts qui traversent les nombreux cours d'eau qui jalonnent donc le nord du Laos.
C'est des ponts qu'il faut construire, c'est détruire d'une certaine façon, couper entièrement donc la forêt tropicale, construire des tunnels, construire des ponts, vous voyez? Donc c'est assez compliqué sur le plan, de l'ingénierie et des infrastructures et ça a une empreinte territoriale et visuelle qui est très importante, dans le nord, du Laos. Voici les gares, ça c'est les gares qui vont être, qui sont déjà en cours de construction, hein, qui sont, pour la plupart terminées, hein, puisque officiellement le train va rouler à partir du 2 décembre 2021. Donc, en haut à gauche, c'est la gare de, je crois que c'est la gare de Luang Prabang ou de Luang Namta, j'ai un doute. Et en bas, c'est la gare donc de Vientiane, la nouvelle gare de Vientiane. Et vous voyez ces paysages du nord du Laos qui sont véritablement transformés aujourd'hui avec donc ces ponts qui traversent ces rizières. Donc il y a une vraie rupture, encore une fois, avec les paysages du Laos. Et c'est assez radical, il faut bien le dire, pour des personnes qui fréquentent le Laos depuis des années. Voici le train. Alors le train est arrivé, il a été livré il y a maintenant quelques semaines. On est maintenant actuellement en phase de test sur cette voie de chemin de fer. Alors c'est un train qui est aux couleurs du Laos. C'est un train qui pourra accueillir 720 personnes et qui va rouler en vitesse maximale à 160 km/h. Alors bien sûr, c'est une voie de chemin de fer qui va être utilisée par les trains à grande vitesse, mais qui va surtout être utilisée par les trains de marchandises qui, eux, rouleront à 100, 120 km/h. Et c'est une voie unique. Donc ce n'est pas deux voies qui sont construites, mais une seule voie avec à peu près une dizaine de passages qui permettront donc au train de se croiser. Alors c'est un train c'est le train classique aujourd'hui quand vous prenez un train à grande vitesse en Chine, c'est ce type de matériel dans lequel vous montez. Je vous rappelle que la Chine est aujourd'hui et de très loin le pays qui a le plus grand réseau de trains à grande vitesse puisqu'on parle d'un réseau de 30 000 km, c'est incroyable. C'est bien plus que celui de la France ou celui du Japon, qui sont pourtant des pays extrêmement avancés en termes de réseau en train à grande vitesse. Et voilà donc ce train qui est maintenant disponible et visible, au Laos. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'assez radical puisque le Laos était le seul pays d'Asie du Sud-Est qui n'avait pas de train. Maintenant, il a son train et il est le premier pays d'Asie du Sud-Est à avoir son train à grande vitesse. Alors bien sûr, tout ça amène, beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages pour le Laos, alors j'en ai noté quelques-uns. Alors bien sûr, celui qui est indéniable et celui qui saute aux yeux, bien sûr inévitablement, c'est, le désenclavement progressif du nord du Laos. Aujourd'hui, il sera possible d'aller de la frontière chinoise jusqu'à la ville de Vientiane, donc parcourir les 420 km en 3 heures. Il faut savoir qu'actuellement, il faut au moins 24 heures en voiture pour faire Vientiane-Boten, et ça c'est quand tout va bien, puisqu'en saison des pluies, où il y a des pans de route qui s'écroulent, parfois on peut mettre plusieurs jours pour rejoindre la frontière chinoise. Donc pour les populations qui se situent au nord donc, du Laos, avoir un train qui met la capitale à seulement 3 heures, c'est une vraie révolution. Encore une fois, pour un territoire qui est enclavé, qui est très montagneux et qui a été pendant très longtemps assez inaccessible. Ensuite, le deuxième avantage pour le gouvernement laotien, c'est de transformer progressivement la ville de Vientiane, la capitale de Vientiane, donc la ville la plus importante sur le plan démographique et sur le plan économique, transformer cette ville en port sec. Je disais en préambule, quand nous regardions la carte, que le Laos est un pays enclavé, qu'il n'a pas accès à la mer. Donc ce train va permettre progressivement à Vientiane de devenir donc un port, mais un port sec. Il y a d'ailleurs une immense terminal de porte-containers, enfin de containers qui est actuellement en construction à Vientiane. Et Vientiane a bien l'intention donc de pouvoir exporter une multitude donc, de produits qu'elle n'arrive pas à exporter pour l'instant, ou du moins, elle n'arrive pas à être concurrentielle. Et c'est ce que j'indique donc dans la ligne suivante, baisser les coûts des exportations et des importations de 30 à 50%. Le Laos a plusieurs problèmes, mais l'un de ces problèmes, c'est que quoi qu'on y fabrique, au Laos, ce n'est pas rentable sur le plan des exportations. Les exportations sont beaucoup plus chères. Et à ce titre, il y avait une étude qui avait été faite par la JICA, donc la JICA étant l'agence de développement japonaise, qui expliquait qu'envoyer un conteneur, par exemple, de Vientiane jusqu'à un port japonais, coûtait à peu près 2 000 $ américains. Alors que le même conteneur qui partait d'un port vietnamien coûtait déjà 2 fois moins cher.
Et ce même container partant d'un port chinois coûtait 300 dollars américains à exporter. Donc le Laos a un énorme problème, c'est que son enclavement, son manque de connectivité au transport, aux voies de transport régionales, fait que ses coûts des exportations est très élevé, et à l'inverse, le coût des exportations est plus élevé. Il faut savoir que vivre à Vientiane coûte beaucoup plus cher que vivre à Hanoï ou vivre à Bangkok. D'une certaine façon, les produits sont plus chers. D'ailleurs, les Laotiens s'en plaignent régulièrement. Donc, ce train va permettre progressivement donc d'abaisser les coûts des importations, des exportations et de transformer progressivement donc Vientiane en port sec. Ensuite, ce train va permettre de tenter de freiner les fuites de devises. Je m'explique. Il y a une étude il y a quelques années qui expliquait que les Laotiens préféraient prendre leur voiture, traverser le Mékong, prendre donc ce qu'on appelle le pont de l'amitié ou les ponts de l'amitié puisqu'il y en a plusieurs, et ensuite aller dans les immenses centres commerciaux qu'on retrouve sur le territoire thaïlandais, qui sont pour certains Laotiens seulement qu'à quelques dizaines de kilomètres, et dépenser des sommes folles dans ces malls, donc dans ces immenses centres commerciaux, et cet argent n'est pas dépensé sur le territoire laotien. Et les estimations sont très importantes, puisque cette étude estimait que 2 milliards de dollars américains sont dépensés dans les centres commerciaux thaïlandais et sont dépensés par la population laotienne. Or, 2 milliards de dollars, c'est absolument considérable pour un pays dont le PIB annuel est de 19 milliards de dollars. Donc ce train, ce désenclavement progressif donc, du territoire laotien et en particulier de Vientiane va permettre au gouvernement donc d'avoir des importations qui sont moins élevées, qui sont plus intensives, d'avoir de meilleurs prix et de tenter de garder ces devises qui partent actuellement en direction de la Thaïlande et faire en sorte que ces devises soient dépensées directement sur le territoire laotien, ce qui devrait donc normalement amener une croissance économique intéressante. Autre avantage pour le Laos, cette intégration à cette nouvelle route de la soie à travers ce projet de train à grande vitesse et de train de marchandises, c'est d'accélérer le développement des zones économiques spéciales. Il y en a actuellement une quatorzaine au Laos, et le projet, c'est à l'horizon 2040-2050 d'en avoir une quarantaine. Alors, ces zones économiques spéciales sont des zones qui permettent qui sont bien sûr pensées sur le modèle chinois, et ce sont des zones donc, qui peuvent être défiscalisées de façon générale, qui permettent donc d'accueillir des entreprises étrangères et qui permettent surtout d'accueillir des investissements directs étrangers, bien sûr, qui accélèrent donc le développement économique du pays. Normalement, cette intégration aux nouvelles routes de la soie et donc le développement de ce corridor économique nord-sud qui permettra de connecter le Laos à la Chine et à la Thaïlande de façon plus intensive va permettre le développement de ces zones économiques spéciales. Ensuite, bien sûr, autour de ces axes ferroviaires, puisqu'il y en a plusieurs, je vais y revenir d'ici quelques instants, on voit aussi des projets émerger d'autoroutes qui vont donc doubler cet axe. Donc c'est un axe bien sûr ferroviaire, mais ça va devenir aussi un axe autoroutier. C'est déjà le cas, puisqu'il y a maintenant une autoroute qui a été inaugurée il y a un peu plus d'un an entre Vientiane et Van Vieng, et aujourd'hui l'autoroute qui va permettre de relier Vientiane jusqu'à la frontière chinoise est en cours de construction et elle devrait être inaugurée autour de 2025-2026. Donc là encore, on voit bien que ces nouvelles routes de la soie, ce renforcement de ces axes de développement infrastructurel dans un premier temps, sont en train finalement, encore une fois, de transformer le territoire, et normalement, du moins ce sont les vœux du gouvernement laotien, de transformer l'économie et d'accélérer finalement l'intégration régionale du Laos dans son environnement. Néanmoins, ces projets de nouvelle route de la soie, et en particulier ce projet de train à grande vitesse, a amené quand même un certain nombre de problèmes, un certain nombre de tensions sur le territoire laotien, soulève également d'énormes questions. Voici une petite liste qui est ici. Première chose qui a posé problème quand il y a fallu négocier ce projet de ligne de chemin de fer et de train à grande vitesse. D'ailleurs, je tiens à rappeler que c'est un projet dont on parlait bien avant 2013. C'est-à-dire que quand on s'intéresse aux nouvelles routes de la soie, vous le savez sans doute puisque c'est le cadre de ce séminaire, les projets
qu'on intègre aujourd'hui aux nouvelles routes de la soie sont souvent d'anciens projets qu'on a labellisés nouvelles routes de la soie. Donc c'est le cas du projet de train à grande vitesse ou de voie de chemin de fer laotienne, puisque c'est un projet dont on parlait déjà en 2008-2009 et qu'il était déjà en négociation en 2010, mais pour différentes raisons qui sont liées à des problèmes techniques, à des problèmes de taux d'intérêt, ce projet n'avait pas avancé, mais il s'est débloqué finalement en 2016 et le projet a débouché en 2016, donc après l'annonce de Xi Jinping en 2013, donc on l'a directement intégré et on l'a labellisé Route de la soie. Mais encore une fois, c'est un projet dont on parlait bien avant. Et un des problèmes dans les négociations, c'est que la Chine, ou du moins les acteurs chinois qui négocient avec le Laos ce projet, voulait au départ une zone tampon de 200 mètres autour de la ligne de chemin de fer dans lequel la totalité des biens, et notamment des ressources, là je parle en particulier au bois et aux minerais, devenait propriété des entreprises chinoises qui construisent donc cette ligne de chemin de fer. Donc les négociations ont été un peu compliquées, mais les Laotiens ont réussi à faire plier finalement les Chinois en disant finalement la zone tampon ne sera pas de 100 mètres de chaque côté, mais elle sera de 20, 30 ou 50 mètres. Donc ils ont réussi en négociant à faire diminuer cette zone tampon. Et la zone tampon est de 20 mètres en zone urbaine et elle est de 50 mètres en zone rurale. Ensuite, bien évidemment, même si les densités de population sont faibles dans le nord du Laos, il a fallu malgré tout exproprier un certain nombre de familles et il a fallu exproprier donc plus de 4000 familles. Et il faut bien le dire, si ces familles ont été expropriées à partir de 2016, encore aujourd'hui, il y a des familles qui se plaignent de n'avoir toujours pas reçu l'argent ou alors elles se plaignent d'avoir reçu finalement des dédommagements qui ne correspondaient pas au prix du marché et elles considèrent qu'elles se sont fait finalement avoir. Donc il y a tout un débat aujourd'hui encore actuel au Laos de familles expropriées qui se plaignent quand même de s'être fait avoir ou de n'avoir tout simplement pas été dédommagés encore aujourd'hui. Il faut savoir que et les opérateurs chinois et le gouvernement chinois ont un peu joué aux imbéciles par rapport à cette question, puisque et le gouvernement laotien et les opérateurs chinois se renvoyaient la balle en disant qui doit dédommager finalement les familles. Le gouvernement laotien disait ce n'est pas nous et les opérateurs chinois disaient ce n'est pas nous non plus, donc c'est la raison pour laquelle ça a pris beaucoup de temps. Autre problème au Laos, c'est que la très grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des ouvriers sur le chantier laotien sont des ouvriers chinois. D'ailleurs, quand vous discutez avec des Laotiens, ce que j'ai pu faire donc à plusieurs reprises en visitant les chantiers, c'est que le personnel laotien ou la population laotienne ne souhaite pas travailler sur le chantier. Ils ne veulent pas travailler avec les Chinois puisqu'ils expliquent que les cadences imposées par les entreprises chinoises qui donc ont fabriqué, construit cette ligne de chemin de fer sont trop importants. On les fait travailler entre 16 et 18 heures. Et surtout, ils considèrent que le mode de gestion du personnel par des entreprises chinoises ne correspond pas à l'état d'esprit laotien. Du moins, ils considèrent qu'ils sont méchants, du moins, c'est les termes qui sont utilisés par la population laotienne. Donc, il n'y a quasiment pas de Laotiens qui travaillent sur ce chantier, hormis quelques ingénieurs qui font le lien entre, on va dire, entre les populations, le gouvernement central, les gouvernements locaux et les entreprises chinoises. Autre problème lié, bien sûr, à cette construction de lignes de chemin de fer, c'est que normalement, il est prévu que les ouvriers chinois qui viennent travailler sur ces chantiers doivent repartir après la fin du chantier. Or, il y a quelques exemples récents, notamment du côté de Luang Prabang. Luang Prabang a agrandi il y a quelques années son aéroport pour en faire un aéroport international. Et les familles chinoises, les ouvriers chinois et les familles chinoises qui sont venues travailler donc à Luang Prabang, qui devaient repartir à la fin du chantier, en fait, sont restés. Et on voit que finalement, petit à petit, tous ces grands chantiers qui sont financés et qui sont construits par les entreprises chinoises permettent aussi à des Chinois et à des familles chinoises donc de s'implanter durablement au Laos. Donc ça commence à créer des problèmes, notamment à Luang Prabang. Luang Prabang, maintenant, il y a plusieurs milliers de Chinois qui vivent maintenant en permanence à Luang Prabang et ça amène un certain nombre de problèmes. Je pourrais y revenir s'il y a des questions.
Autre problème, bien sûr, qui est bien connu, puisqu'on le retrouve dans la littérature maintenant depuis 2 ou 3 ans, c'est que le Laos s'est mis progressivement, à cause ou grâce à ces grands projets financés par la Chine, s'est incroyablement endetté. Officiellement, la dette publique se situe à 70% du PIB, donc la dette publique se situerait autour de 14-15 milliards de dollars américains. Je vous le rappelle, sur un PIB qui se situe à 19 milliards de dollars américains. Et là, même si les chiffres sont un peu vagues, on considère que sur ces 14-15 milliards de dettes publiques de l'État laotien, 40 à 80% seraient détenus uniquement par des intérêts chinois. Autre problème, c'est qu'on se pose la question, et les observateurs étrangers se posent la question, finalement, ce train qu'on appelle d'ailleurs régulièrement à la hausse le train du gouvernement, puisque même s'il y a un sentiment de fierté pour une part de la population laotienne d'avoir enfin un train, et surtout d'avoir le premier train à grande vitesse d'Asie du Sud-Est, on considère aussi que c'est un train qui a été voulu par le gouvernement. Et la question que se pose à la fois une partie de la population laotienne et les observateurs étrangers, c'est est-ce que finalement ce train à grande vitesse va véritablement servir à la population laotienne? Est-ce que la population laotienne finalement aura l'argent, aura la possibilité de traverser, enfin du moins de monter dans ce train et de se rendre à Vientiane? Ce n'est pas certain, il faudra en parler, et surtout, il est fort probable que les populations laotiennes voient le train ou les trains à de marchandises traverser finalement le territoire laotien de part en part sans s'arrêter. Ce qui est intéressant, c'est que ce train à grande vitesse, donc nord-sud, qui va permettre encore une fois à terme de relier Kunming jusqu'à Vientiane via Luang Prabang, n'est pas le seul projet aujourd'hui qui est à l'étude au Laos. C'est-à-dire que le Laos, non seulement a ce grand projet qui, encore une fois, va être inauguré d'ici quelques semaines, mais maintenant a l'intention d'avancer sur d'autres projets. Et il vient d'annoncer donc le départ de l'étude de faisabilité entre un train qui ira de Vientiane jusqu'à Vinh, au Vietnam, ce qui permettra ensuite d'aller jusqu'au port de Vung An. Vung An est intéressant puisque c'est un port dans lequel investit maintenant depuis quelques années le Laos, puisque le Laos n'a pas de port, mais elle essaie depuis quelques années d'avoir finalement un port qui se situerait donc au Vietnam. Le seul problème, c'est qu'il faut bel et bien une voie de transport qui permet donc d'emmener ces marchandises en direction du port de Vung An. Et maintenant, il y a un accord quasiment total entre le Vietnam et le Laos pour la construction d'une ligne de chemin de fer qui devrait voir le jour entre 2026 et 2030. Il y a également d'autres voies de chemin de fer qui vont se mettre en place, notamment celle entre Savannakhet et Lao Bao, donc à la frontière vietnamienne, et qui permettra donc à des trains qui partiront de Nong Khai en Thaïlande, de passer par Ta Kek, qui est une ville laotienne, d'ensuite de descendre dans le sud à Savannakhet et de se relier au réseau ferroviaire vietnamien. Donc on voit bien que ce train qui est mis en place donc, au Laos, dans le nord du Laos, en fait, en réalité, n'est que le premier train, ligne de chemin de fer qui va être mise en place. Et on voit bien que le Laos maintenant travaille sur d'autres lignes de chemin de fer, encore une fois, qui vont permettre donc de densifier ces corridors de développement nord-sud et est-ouest dans la sous-région du Mékong. Bien sûr, j'ai mis énormément d'emphase sur le train à grande vitesse, sauf que les nouvelles routes de la soie, c'est une poussée multiforme de la Chine sur l'ensemble du territoire laotien. Ce n'est pas uniquement une ligne de chemin de fer et une autoroute, c'est maintenant une multitude de touristes. Il faut savoir que le Laos, avant le Covid en 2019, c'était à peu près 5 millions de touristes internationaux au Laos. Sur ces 5 millions, c'est à peu près 1 million de Chinois. Les Chinois maintenant vont de plus en plus souvent au Laos. C'est une destination qu'ils aiment particulièrement. C'est une destination qui n'est pas chère. C'est une destination qui a des paysages qui peut ressembler à bien des égards à une sorte de Chine qui a disparu. Et donc on voit donc de plus en plus donc, des Chinois venir massivement au Laos. Et comme il y a maintenant une connexion routière qui fonctionne plutôt bien entre le nord du Laos et la Chine, on voit même d'ailleurs des Chinois qui viennent directement avec leur camping-car sur le territoire laotien, et on les voit notamment en particulier à Luang Prabang, où vous pouvez avoir des centaines de mètres où vous croisez donc des camping-cars chinois qui viennent directement donc en voiture en touriste sur le territoire laotien.
Les nouvelles routes de la soie, c'est aussi une dimension santé. Alors bien avant d'ailleurs la diplomatie euh, du masque, la diplomatie des vaccins mise en place par la Chine, la santé faisait partie, était une dimension d'ailleurs des nouvelles routes de la soie. Et tout ça est particulièrement visible au Laos, puisque le plus grand hôpital du Laos, donc l'hôpital de Mamasot, qui se situe donc à Vientiane, est sur le point d'être terminé et il a été entièrement financé et construit par la Chine. Donc, encore une fois, les nouvelles routes de la soie, du moins dans le cas du Laos, c'est multidimensionnel et on le retrouve dans le secteur de la santé. D'ailleurs, une partie du personnel aujourd'hui de santé médicale laotien est formé en Chine. Les nouvelles routes de la soie, c'est aussi poussé sur de grands projets notamment commerciaux. C'est le cas des grands centres, aujourd'hui des grands malls, des grands centres commerciaux que l'on retrouve à Vientiane, et ça c'est quelque chose d'assez radical. Il n'y avait quasiment pas de centre commercial de cette ampleur il y a encore 10 ans à Vientiane. Maintenant, Vientiane, il y a une multitude d'immenses centres commerciaux qui sont construits sur le modèle chinois et le modèle thaïlandais. Bien souvent, ces centres commerciaux sont très majoritairement financés par des intérêts chinois. Autre chose que l'on voit dans le paysage laotien qui sont liés donc à ces nouvelles routes de la soie et à ces investissements massifs chinois sur le territoire laotien, c'est l'exemple de la ville de Boten. Vous avez vu sur les cartes à plusieurs reprises, on voyait la ville de Boten. Boten est une ville qui est sortie de terre il y a 15 ans, qui est une ville qui a été construite par les Chinois à la frontière avec le Laos. Donc, c'est une ville qui se situe à 14 km de la frontière avec la Chine. Et c'est une ville qui a été construite au milieu de la forêt tropicale. Et c'est une ville qui, très vite, n'a pas véritablement trouvé sa fonction, ou du moins avec une seule fonction qui était une fonction de jeu, puisqu'on a construit des bâtiments, on a construit des appartements, mais pas grand monde s'y est installé, puisque la seule activité économique qui faisait tourner cette zone économique spéciale de Boten était un casino qui servait d'ailleurs à blanchir de l'argent de grands barons de la drogue, du triangle de la drogue. Et cette ville a été obligée donc de fermer et est devenue une ville fantôme. Alors depuis, le train a relancé l'activité dans cette ville de Boten, mais voilà un exemple. Alors il y a beaucoup d'exemples de villes fantômes en Chine, on en a beaucoup parlé d'ailleurs ces dernières semaines avec la faillite d'Evergrande, donc ce grand groupe immobilier, mais le modèle chinois des villes fantômes a aussi été exporté en Asie du Sud-Est, a été exporté notamment au Laos à travers cette ville de Boten. Donc on voit bien qu'il y a ces nouvelles routes de la soie, cette construction, ce renforcement de cet axe de pénétration, cet axe de développement est vraiment multiforme et on peut le constater sur le territoire laotien. Voici des projets qui sont d'ailleurs en cours de construction aujourd'hui dans le nord de Vientiane. Voici la zone économique spéciale de Tat Luang. Alors, les zones économiques spéciales sont très particulières d'ailleurs au Laos, puisqu'elles peuvent accueillir uniquement les entreprises internationales qui vont produire un certain nombre donc de biens et ensuite les exporter ou les vendre directement sur le marché laotien. Mais les zones économiques spéciales peuvent aussi avoir une fonction récro-touristique ou uniquement immobilière, et c'est le cas ici du Tat Luang, où c'est une zone économique spéciale qui va être tournée essentiellement vers le récrotourisme, des hôtels de luxe pour la population, pour du moins pour les touristes chinois essentiellement, des condos de luxe. Vous voyez, donc c'est les zones économiques spéciales, encore une fois, ce n'est pas uniquement donc des entreprises qui viennent s'implanter, ça peut être des projets immobiliers d'envergure considérable par rapport au poids économique du Laos. Et regardez par exemple cette image que j'ai prise hier ou avant-hier. Je ne sais pas si vous voyez. Au centre, vous avez donc un immense rond. Et ben, ce rond, c'est tout simplement la zone économique spéciale, donc le Tat Luang. Donc on voit ce projet que vous avez vu ici, donc ce sont des images de synthèse, mais il est d'ores et déjà en construction. Alors pour l'instant, je crois que seulement 5% du projet a été bâti, mais ce projet est bel et bien en train de se mettre en place, même s'il est fort probable qu'il n'aura pas l'ampleur des images que je vous ai présentées. En conclusion,
puisque je pense il est temps de conclure. J'avais dit que je ferais à peu près une heure, un petit peu moins d'une heure. Donc, qu'est-ce qu'on constate sur le territoire laotien, au Laos? Que ces nouvelles routes de la soie donc, déstabilisent les organisations territoriales à travers donc, ces grands projets infrastructurels que sont donc, le train, que sont les autoroutes, tous ces projets immobiliers au cœur de ces économiques spéciales. Qu'on assiste donc au Laos à une mutation socio-économico-territoriale à travers donc l'extension de l'influence chinoise et bien sûr l'implantation progressive de cette diaspora. Il y a toujours eu une petite diaspora chinoise au Laos, mais aujourd'hui elle est en train de prendre une importance considérable, même si elle reste encore inférieure. La diaspora chinoise aujourd'hui n'a pas encore atteint l'ampleur de la diaspora vietnamienne, mais elle est bel et bien présente et on voit bien que petit à petit, dans les grands centres urbains, elle prend de plus en plus d'importance et c'est particulièrement visible dans le nord du Laos. On voit bien sûr que tous ces investissements chinois dans le cadre des nouvelles routes de la soie transforment les paysages, mettent en place une transformation agraire, exploite les ressources naturelles. C'est quelque chose que j'ai peu développé ici, mais je pourrais en parler. Bien sûr, la Chine investit énormément dans des projets agraires. Elle investit aussi dans les zones économiques spéciales dont j'ai parlé. Et bien évidemment, ce qui est intéressant de regarder ici, c'est que toute cette planification est conçue et est pensée par la Chine. Certes, il y a des négociations entre le gouvernement central laotien et la Chine, mais c'est une planification qui est essentiellement conçue par la Chine et qui est financée par la Chine. Et tout ça contribue petit à petit à ce qu'on appelle donc le déplacement du centre de gravité fonctionnel de l'ASEAN. Il faut savoir que l'Asie du Sud-Est, historiquement, était centrée sur Singapour, sur la Malaisie, sur l'Indonésie, mais ces nouvelles routes de la soie permettent à la Chine donc de renforcer ou de construire donc des axes de pénétration, des corridors de développement nord-sud qui permettent petit à petit de déplacer le centre de gravité et de rapprocher le centre de gravité de l'Asie du Sud-Est et de le rapprocher finalement de la Chine. Et tout ça est vu au sein de l'Asie du Sud-Est comme un danger, bien évidemment, ce qui crée bien sûr des dissensions au sein de l'ASEAN entre des pays qui sont plutôt favorables donc à la Chine, c'est le cas du Cambodge, c'est le cas du Laos, bien sûr, c'est le cas de la Birmanie, et des pays qui aimeraient justement faire en sorte que ce centre de gravité ne parte pas en direction de la Chine, mais qui reste centré autour de l'espace maritime, donc autour de l'Indonésie, bien sûr, de Singapour, de la Malaisie et d'autres pays de l'Asie du Sud-Est. Voilà, j'ai voulu volontairement faire court pour qu'on puisse avoir des échanges intéressants autour de cette question. Alors, je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. Et quand je disais tout à l'heure que l'intérêt est de regarder ailleurs que le centre de recherche précis est une façon de se faire renvoyer une image en miroir, je crois qu'on se trouve ici précisément avec un exemple qui nous permet de faire ça. Je n'ai pas arrêté de penser à l'Éthiopie lorsque vous avez évoqué le cas du Laos. Alors, indépendamment de ça, sur cet aspect sur lequel je vais pouvoir revenir après, ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'existence en fait de deux volontés politiques. La volonté politique chinoise, qui est très évidemment de créer un corridor qui va de Kunming jusqu'à Bangkok, ça c'est tout à fait évident, hein, mais c'est en fait un corridor qui est projeté dans un avenir relativement lointain et qui fait que la volonté laotienne de se créer des structures se trouve un petit peu en décalage, d'autant plus que l'ouverture qu'elle projette, d'après ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus vers les ports vietnamiens, hein, à l'est, qui ne sont pas a priori des ports qui vont intéresser directement les Chinois, puisque leur souhait, c'est plutôt de déplacer le plus possible leur sortie vers l'ouest. Bon. Donc, ça pose toute une série de questions, toute une série de problèmes, dont entre autres le problème de la rentabilité actuelle à court terme de ce train,
comment va-t-il pouvoir effectivement être remboursé si c'est un train qui fonctionne uniquement au Laos et qui ne permet pas, dirons-nous, de transporter des marchandises qui iraient de Kunming jusqu'à Bangkok, ou des marchandises proprement laotiennes qui iraient soit jusqu'à Bangkok, soit jusqu'au Vietnam. Et là, disons que il y a effectivement un gros problème qui se pose au niveau du financement du service de la dette. Comment va-t-on pouvoir rembourser la dette sur des infrastructures dont la rentabilité, dans le meilleur des cas, elle est à 30, 40, 50, voire 70 ans, hein, et alors qu'il n'y a pas les matières pour les transporter exactement. Alors, pendant que vous parliez, j'ai profité de l'installation que j'ai ici pour regarder l'état de l'endettement du Laos aujourd'hui. Les derniers chiffres de la Banque mondiale vont encore plus loin que ce que vous disiez. On est à 95% d'endettement extérieur à long terme, hein, par rapport au PIB. Ceci dit, en revanche, la Chine n'apparaît que pour un tiers comme étant responsable. Et effectivement, vous avez un endettement qui se fait auprès d'investisseurs privés, de bailleurs obligataires, ce qui est aussi un danger relativement considérable dans la mesure où tous ces gens-là ne participent à aucune institution internationale et a fortiori pas au Club de Paris. Donc peut-être qu'à la limite, même si le poids de la dette chinoise, un tiers, est quelque chose déjà de très important, il est peut-être possible que le plus grand danger ne puisse venir d'ailleurs que de la Chine. Alors, ce qui apparaît également, si on se replace du point de vue des relations sino-laotiennes, c'est effectivement ce projet. Ce projet, vous avez employé l'expression de port sec, et qui est effectivement le rôle qui est un peu dédié à Addis Abeba. Mais il faut bien voir que le projet chinois qui est sous-jacent, c'est effectivement de créer un continuum Chine-monde extérieur dans lequel le Laos est simplement un lieu que l'on emprunte sans que les développements qui vont en résulter soient tout à fait au bénéfice du pays lui-même. Lorsque vous avez, là je prends l'exemple de l'Éthiopie, donc création de chaussures en Éthiopie, en fait c'est un déplacement d'une entreprise qui se trouve à Shenzhen, qui va trouver un milieu plus accueillant administrativement, fiscalement encore que ce qu'elle pouvait obtenir à Shenzhen, mais on est toujours dans un espèce de continuum qui se trouve en dehors de tout système fiscal et de toute pression, et que l'on a déplacé vers une main-d'œuvre qui est relativement meilleur marché. Et tout ça pour pouvoir l'exporter à meilleur compte et au bénéfice des entreprises chinoises. Et effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner, la bataille autour, dirons-nous, de la zone tampon est tout à fait cruciale, car c'est en fait l'emprise dans laquelle peut s'instaurer ces zones économiques spéciales ou ces extensions des zones économiques spéciales dont l'origine est en Chine, et ce qui fait que la zone économique spéciale chinoise au Laos, ce n'est pas une zone laotienne, mais ce n'est jamais que la prolongation d'une zone ou d'une structure qui se trouve en Chine même. Et ça, c'est effectivement la situation que l'on trouve en Afrique et que l'on trouve entre autres en particulier avec le cas d'Addis Abeba et Djibouti. Alors là, Addis Abeba et Djibouti, le chemin de fer fonctionne. Il n'y a pas de coupure comme entre Vientiane et Bangkok, hein. Mais disons que l'objet, c'est de véhiculer hors douane des marchandises qui sont conçues à Shenzhen et qui vont ensuite aller vers les marchés européens, et pour un bénéfice qui sera surtout un bénéfice social pour le pays, pour l'Éthiopie, mais vraisemblablement pas un bénéfice en matière d'industrialisation, ou une action qui ne sera pas industrialisante au sens où les Éthiopiens auraient pu l'espérer. Alors, la question que m'amène à poser
la comparaison avec le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, c'est quelle est la fourniture d'électricité du train aujourd'hui, parce que l'un des gros problèmes du chemin de fer entre Addis Abeba et Djibouti, avant même la crise actuelle, hein, c'était l'approvisionnement en électricité qui faisait que le train ne pouvait pas fonctionner comme cela aurait pu être nécessaire et qu'il était remplacé par les camions. Bon, donc le problème serait donc de voir dans quelle mesure ici aussi au Laos on trouve la même chose. Alors également un mot concernant les grands projets de centres de vacances. Effectivement, il y a eu un projet identique à Djibouti. On a juste créé un petit muret et puis depuis, on n'en entend plus parler. Et les Djiboutiens vous disent que c'est une plaisanterie. Il est vraisemblable, même s'il y a davantage plus facile pour les Chinois à se rendre au Laos qu'à Djibouti, que l'on aboutisse à des projets qui tombent plus ou moins à l'eau. On a eu la même chose également au Maroc. Bon. Donc, ça, c'est une façade, mais c'est, dirons-nous, que à mon sens, c'est à côté. Donc, en fait, si je veux résumer les observations que je peux faire, ou plus exactement le ressenti que j'ai, c'est que effectivement il y a un modèle là qui est le modèle que nous rencontrons ailleurs et qui montre bien la façon dont la Chine envisage de travailler, se crée des bases pour sa présence, mais des bases qui sont beaucoup plus reliées avec l'économie chinoise et le développement de l'économie chinoise que reliées avec le pays où elle se trouve et le développement de ce pays. Que pensez-vous de cette réflexion? Alors, j'ai noté toutes vos réflexions, je vais essayer d'y répondre point par point. Alors, en ce qui concerne le décalage entre le projet laotien qui va être terminé, inauguré d'ici quelques semaines, et un projet thaïlandais qui serait lui opérationnel en 2030, ce qui fait qu'on pourrait finalement aller du territoire chinois jusqu'au territoire, jusqu'à Bangkok seulement à partir de 2030, donc il y a une sorte de décalage ici. Alors, le décalage s'explique parce que la Thaïlande, en fait, a pris beaucoup de temps à négocier avec la Chine. En fait, idéalement, la portion thaïlandaise devait être terminée en 2021, 2022, 2023. Et là, maintenant, on parle de 2030. Alors, ça s'explique pour deux raisons. La première, c'est que la Thaïlande ne voulait pas au départ emprunter de l'argent à la Chine, où il y a les acteurs chinois pour construire ces deux tronçons qui permettent de relier Bangkok au projet laotien. Alors, elle a réussi à ne pas le faire pour son premier tronçon. Le problème, c'est que les caisses étaient vides pour le deuxième tronçon et donc elle s'est mise en tête, finalement, s'est résout à négocier avec la Chine. Mais les négociations étaient très longues. Avec la Chine, ils n'étaient pas d'accord, notamment sur le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, la Chine voulait prêter autour de 3% sur une durée, je crois, de 20 ans, alors que la Thaïlande voulait un taux qui se rapproche de 2%, et puis sur une durée qui est plutôt proche de 25 ou 30 ans. Bon, ça a mis quelques années, finalement, la Chine a plus ou moins cédé, puisqu'elle, finalement, elle est d'accord sur le terme, et le taux, finalement, est autour, je crois, de 2,2, 2,3. Mais tout ça a pris des années finalement à être négocié, ce qui fait que finalement il y a un décalage. Le Laos se retrouve avec un décalage finalement sur ce projet. Néanmoins, la Thaïlande veut avancer et veut vraiment que son train soit connecté ensuite au projet laotien et donc au reste de la Chine, puisque c'est la Thaïlande qui finance le pont ferroviaire qui permettra de relier les deux trains à grande vitesse et de marchandises, puisqu'il faut traverser le Mékong. Il faudra construire un nouveau pont, et c'est la Thaïlande qui le finance, et ce n'est pas la Chine. Donc c'est intéressant. Et Ensuite, permettez-moi juste oui, je vous en prie. d'altérer, c'est que ça fait partie effectivement du projet chinois, c'est de faire financer les gros travaux par les pays par lesquels ça passe. Hein, Oui, alors, alors donc, si vous voulez, c'est une façon à la fois de respecter la souveraineté, mais de déporter la charge aussi. oui, alors, mais ce qui est intéressant ici, c'est que la Thaïlande, au départ, voulait garder une souveraineté et ne voulait pas justement s'endetter sur ce projet vis-à-vis de la Chine. D'ailleurs, à l'époque, elle envisageait d'ailleurs de travailler plus avec les Japonais qu'avec les Chinois. Sauf que ça n'a pas été possible. La Thaïlande est ce qu'elle est. Il faut savoir que 15% de la population thaïlandaise est d'origine chinoise. Enfin, il y a quand même une proximité très forte aussi culturelle avec la Chine. Donc finalement, la Thaïlande est partie en direction de la Chine, qui a bien sûr des capacités de prêt que le Japon n'a pas. Donc on est parti dans cette direction. Mais au départ, ce n'était pas tout à fait le projet. Il y avait quand même une volonté de s'écarter un petit peu de la Chine sur ce projet, même si ce projet était bel et bien pour relier Bangkok
et une partie du territoire thaïlandais avec la Chine via le Laos. En ce qui concerne les ports, c'est vrai qu'il y a une double stratégie qui est mise en place par le gouvernement laotien. Quand je vous disais en préambule que la relation entre le Laos et la Chine et le Vietnam est extrêmement complexe, il faut bien comprendre que le Laos ne donne pas tout à la Chine. Et c'est la raison pour laquelle elle a une stratégie parallèle avec le Vietnam depuis très longtemps, et c'est la raison pour laquelle elle investit massivement dans un port au Vietnam pour avoir son propre port d'une certaine façon, mais qui soit un port extraterritorial, qui soit un port qui se situe au Vietnam. D'ailleurs, elle n'a pas le choix, et puis vous avez vu, la route est beaucoup plus courte, hein. Vientiane, Bangkok, c'est 1000 km. Hein, donc, avoir un port extraterritorial qui soit à plus de 1000 km dans un pays avec lequel on a des relations compliquées, hein, je parle ici du Laos et de la Thaïlande, pour le Laos, il était évident qu'il vaut mieux avoir un port extraterritorial au Vietnam. En ce qui concerne la rentabilité, oui, on se pose tous la question. Alors, il y a des rapports, et c'est vrai qu'en 2018, 2019, 2020, donc avant l'épisode du Covid, le gouvernement laotien était extrêmement optimiste en disant de toute façon la rentabilité sera au rendez-vous, puisqu'en fait c'est surtout le tourisme international qui va remplir les trains. Or, il n'y a pas de touristes actuellement, ou quasiment pas au Laos, hein, le pays est fermé depuis février 2020. Pour l'instant, même si le train à grande vitesse va être inauguré le 2 décembre, en fait, en réalité, ce qui va peut-être rentabiliser un petit peu cette ligne de chemin de fer, ça va être essentiellement les trains de marchandises. Mais ce que disent aussi les rapports, c'est que sans des investissements massifs dans une base industrielle ou dans des zones économiques spéciales qui produisent à grande échelle au Laos, en particulier autour de Vientiane, il va être extrêmement difficile de rentabiliser cette ligne de chemin de fer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Laos avait négocié avec la Chine de ne pas rembourser l'emprunt durant les travaux. C'est-à-dire que durant les 5 années, donc de 2016 à Donc ça, c'est 2021, classique. Oui. c'est classique, mais bon, dans d'autres projets, ce n'était pas classique, hein. On peut, les premiers projets de 2013, 2014, 2015, financés par la Chine, il fallait rembourser dès le début quasiment. Sauf que là, il va falloir commencer à rembourser une fois que va être inauguré. Et il faut bien se connaître, pour les gens qui connaissent le Laos, ils savent très bien que les caisses du gouvernement laotien sont vides. Et elles sont vides depuis bien longtemps. Il faut savoir que depuis des années, plusieurs mois par année, les fonctionnaires laotiens ne sont plus payés. Ce qui engendre tout un tas de problèmes puisque les caisses sont littéralement vides. Et donc, il y a un vrai problème, il y a un vrai risque de faillite, hein, au Laos. Alors, le Laos ne va pas faire faillite puisque de toute façon, la Chine prêtera l'argent, prêtera ce qu'il faut, pour reprendre l'expression du quoi qu'il en coûte, d'une certaine façon. Mais la Chine aidera le Laos. Le Laos ne fera pas banqueroute, mais bien évidemment, c'est un pays qui se surendette, bien évidemment. Alors maintenant, vous parlez de 95%, c'est possible. Il est très difficile, hein, d'avoir les chiffres. Il faut savoir que le système, enfin le Laos, c'est un pays incroyablement opaque, hein. Le Laos, c'est un pays qui est beaucoup plus opaque que la Chine ou le Vietnam. C'est très difficile de travailler au Laos et d'avoir des informations. Mais voilà, il y a des chiffres qui circulent, etc. Donc 70%, 95%. On est peut-être au-delà de 100% aujourd'hui, hein. C'est très difficile de Non, c'était savoir. les données pour Ouais. 2020. Hein, que oui, pendant que vous évoquiez, Ouais. j'ai regardé le site de la Banque mondiale. Hein, il y a entre autres une série des pays qui sont potentiellement bénéficiaires de l'aide Ouais. récente, et c'était marqué 95%. En ce qui concerne l'électricité, alors ça c'est une des rares choses qui fonctionne bien. Il faut savoir que le Laos est un pays qui a maintenant a construit ou a en cours de construction une cinquantaine de barrages. Elle espère à l'horizon 2040-2050 en avoir une centaine. Et c'est un pays qui n'a pas de problème de ressources énergétiques à travers l'hydroélectricité, puisque cette électricité qui est fabriquée est à quasiment 90% exportée en direction de la Thaïlande, du Vietnam, un petit peu de la Chine. Et c'est vraiment aujourd'hui la bouée de sauvetage économique du Laos, puisque c'est vraiment ce qui permet d'avoir un taux de croissance encore positif au Laos. C'est vraiment l'exportation d'électricité qu'elle fabrique. Alors, c'est bien sûr, ça engendre des problèmes avec les pays voisins, mais ça, de ce côté-là, il n'y aura pas de problème pour alimenter donc, les trains, enfin la ligne de chemin de fer, puisque le Laos produit donc de l'électricité grâce à des investissements chinois, bien sûr, mais aussi à des investissements vietnamiens, des investissements sud-coréens, des investissements singapouriens, des investissements français, puisque un des barrages les plus connus
du Laos, qui est le barrage de Namton 2, est un barrage qui a été en partie financé et qui est en partie géré aujourd'hui par la France, par EDF International. D'ailleurs, j'avais croisé il y a quelques années un ingénieur du côté de Bangkok qui m'expliquait que le projet le plus rentable d'EDF à l'international était le projet laotien, qui était, semble-t-il, extrêmement rentable. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de répondre rapidement à toutes les questions que vous avez soulevées. J'imagine qu'il va y avoir plusieurs tours et plusieurs d'autres questions. J'attends que les uns et les autres se manifestent. Qui souhaiterait poser une question? Voilà, Muriel. Oui, merci beaucoup pour tout ça, très intéressant. Puis on retrouve effectivement des choses qui sont connues. Moi, j'ai une première réflexion à soumettre à la discussion générale, c'est que dans l'histoire des routes de la soie, et notamment là, localement, c'est en fait un dérivé des problèmes internes de la Chine. Elle a de plus en plus de difficultés à créer un taux de croissance ou à obtenir un taux de croissance qui suffit à déjà éponger la grande quantité de main-d'œuvre dont elle dispose. Et donc, elle projette des choses à l'extérieur qui sont en fait ses problèmes internes. D'où après, on retrouve des constructions soit qui servent à rien, parce que les entreprises, on pense à l'immobilier évidemment, hein, tout à l'heure, cette ville qui est devenue une ville fantôme, ou bien pour des activités qui sont, disons, pas très licites. Ça, c'est juste une première proposition soumise à la discussion générale. Et puis, moi, ce que j'aimerais, là, c'est une question directe, c'est revenir sur et avoir peut-être un petit peu plus de choses sur la présence des ouvriers chinois. Et qui boucle avec la réflexion précédente, hein, sur le fait que si c'est pas de la main-d'œuvre locale qui travaille, alors pour quel motif, hein, alors les Chinois sont méchants, ça hypothèque quand même effectivement les effets de développement de ces projets, quoi, au niveau local, pas au niveau de la Chine cette fois, mais au niveau du pays récipiendaire. Voilà, pour l'instant. Oui, alors, bon, effectivement, c'est bien connu, hein. On sait bien que les nouvelles routes de la soie ont été en partie, sont promues par la Chine pour des raisons géopolitiques, peut-être hégémoniques, on pourra en discuter, mais surtout commerciales et économiques. Et bien sûr, l'idée, c'est que les pays dans lesquels on implante les nouvelles routes de la soie permettent d'être un relais de croissance à la Chine et bien sûr d'exporter donc ce surplus, aujourd'hui notamment dans le BTP, parce que la Chine continue à construire, à bâtir, mais à une vitesse bien moindre qu'il y a seulement 10 ou 15 ans. Donc c'est une façon, bien sûr, évidemment, encore une fois, d'avoir un relais de croissance et d'exporter tout ce matériel, ces ingénieurs à l'étranger. Ensuite, en ce qui concerne les ouvriers chinois, alors dans le cas du Laos, c'est vrai que c'est essentiellement donc des ouvriers chinois, dont on dit, mais je n'ai pas pu vérifier d'ailleurs, qu'une partie serait en fait des personnes qui étaient en train de faire une peine de prison et qu'ils auraient négocié donc une remise de peine pour aller travailler sur les chantiers laotiens. C'est ce qui se dit au Laos. Comme je n'ai pas pu trianguler d'une certaine façon l'information, je ne l'ai jamais écrit, mais je peux le dire oralement. Du moins, c'est ce qui se dit. On ne me l'a pas dit une fois, on me l'a dit à plusieurs reprises, mais je l'ai lu nulle part et je n'ai pas pu avoir la confirmation officielle de cette information. Mais c'est vrai que moi, qui ai été visiter et essayé d'échanger avec des ouvriers chinois sur les chantiers laotiens, bon, c'est très compliqué d'interagir avec eux, ils sont extrêmement méfiants, les chantiers sont très sécurisés, donc il est vraiment très difficile de travailler et d'échanger avec eux. Donc ça, c'est le cas laotien, et de toute façon, dans le cas du Laos, comme je l'ai dit, les Laotiens considèrent que les Chinois sont méchants, que les patrons chinois sont méchants. Encore une fois, le terme est un petit peu puéril ou enfantin, mais c'est ce qu'on me disait sur le terrain, donc c'est pour ça que je l'ai dit. De toute façon, les jeunes Laotiens n'ont pas du tout l'intention de travailler sur ces chantiers, hein. Il faut bien être conscient de ça. Donc la Chine était bel et bien obligée d'importer massivement des ouvriers sur ces chantiers. En revanche, ce qu'on peut dire,
c'est qu'en Asie du Sud-Est, on observe néanmoins des pays qui arrivent à négocier avec la Chine pour que la majorité des ouvriers sur les chantiers qui sont liés aux nouvelles routes de la soie ne soient pas des ouvriers chinois, mais des ouvriers locaux. C'est notamment le cas de la Malaisie. La Malaisie a réussi à négocier que 60 à 70% des ouvriers sur la construction du nouveau train en Malaisie soient des ouvriers malaisiens et soient également des entreprises malaisiennes. C'est-à-dire qu'on remarque malgré tout que les projets qui ont été signés en 2018, 2019, 2020, 2021 permettent quand même aux pays qui accueillent ces projets de mieux négocier avec la Chine. La Chine est, semble-t-il, plus ouverte aux négociations. D'ailleurs, elle n'a pas vraiment de choix, il faut bien le dire. Donc, les projets sont moins chers. Il y a plus d'entreprises locales qui sont impliquées dans ces projets, donc moins d'entreprises chinoises. Et surtout, le personnel est maintenant très majoritairement issus du pays et non pas des ouvriers importés. Donc les choses changent, mais comme le projet laotien est un projet qui a été négocié en 2014, 2015, 2016, c'est dans l'histoire des nouvelles routes de la soie qui sont très récentes, c'est un vieux projet quelque part. Et il ne répond plus aux standards des négociations actuelles. Encore une fois, je répète, aujourd'hui, on constate, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est, que la marge de négociation des pays est plus grande qu'elle ne l'était il y a encore 4 ou 5 ans. Voilà, je citais le cas de la Malaisie. Voilà ce que je peux dire pour l'instant là-dessus. En fait, la situation me semble assez classique. Et également, encore une fois, c'est un peu ce que l'on peut retrouver en Afrique. Pendant que vous discutiez, j'ai également été regardé. Il y aurait actuellement 16 000 travailleurs chinois au Laos, ce qui est absolument énorme compte tenu de la population locale. Mais l'histoire des prisonniers, bon, je vais répéter ce que je répète déjà depuis un certain nombre d'années, c'est que par rapport à la durée de ce mythe, hein, s'il y avait effectivement eu des prisonniers qui étaient employés sur les chantiers chinois, il y aurait au moins eu une évasion. Et comme ça c'est fait le cas pour les gens qui se sont évadés des goulags, qu'ils soient en Russie, il y aurait eu un reportage, une histoire qui aurait rapporté ça. Or, depuis que cette histoire circule, ça n'a jamais été le cas. Alors, en revanche, il y a toute une série d'éléments qui peuvent expliquer pourquoi la population le ressent comme tel. Ils sont méchants, comme vous dites, déjà, ça peut être suffisant. Hein. Donc, on ne peut pas aller voir. L'absence de communication. L'absence de communication est à double niveau parce que souvent, vous avez affaire à des paysans plus ou moins illettrés qui pourraient même ne pas toujours parler le mandarin, mais parler des dialectes locaux. Donc, ça peut en rajouter encore une. Et puis, le début de cette histoire, c'est la construction du Tanzara, où vous avez des gars qui débarquaient d'avion, tous habillés de la même façon, avec un costume bleu et avec leur petite cuvette sous le bras, et qui étaient complètement ensuqués et en même temps immédiatement dirigés vers les chantiers. Donc, ce qui faisait qu'il y a toute une façon de percevoir les choses, et on le voit encore aujourd'hui en Algérie, où vous avez un phénomène, c'est-à-dire que vous avez des tours de guet à l'entrée des cantonnements chinois, et avec des gens qui sont armés. Or, les Algériens considèrent que c'est pour garder les Chinois, or qu'en fait, en réalité, c'est pour empêcher les Algériens de rentrer. Donc, si vous voulez, il y a tout un imaginaire qui s'est développé autour de ça. Et effectivement, donc, le mythe des prisonniers chinois qui sont là pour pouvoir purger plus rapidement leur peine, on le retrouve partout sur la planète. Je dois avouer que j'ai des doutes, d'autant plus que l'on sait que, alors effectivement, les Chinois ont du mal aujourd'hui à recruter pour ces chantiers-là et sont obligés de recruter en Corée du Nord, et également de recruter au Vietnam pour avoir de la main-d'œuvre. Et entre autres, en Algérie, devant ce phénomène, ils ont été obligés d'imposer aux Chinois de ne recourir qu'à de la main-d'œuvre chinoise et pas d'aller embaucher des Nord-Coréens et des Vietnamiens. Bon. Alors, mais au-delà, alors donc les Chinois sont méchants, mais il y a effectivement une chose, et là je vais reprendre le problème le cas de l'Algérie, où effectivement où les salaires dans le secteur des bâtiments en Algérie sont 3 fois supérieurs aux sommes au SMIC local, ce qui fait que les gens du bâtiment en Algérie n'ont pas du tout envie de travailler sur les chantiers chinois, même s'il est prévu que ça. Et quand il y en a quand même malgré tout qui se présentent, à ce moment-là, ils sont bien payés par les Chinois en leur disant, mais surtout,
hein. Vous ne venez pas travailler, vous restez chez vous. Donc, si vous voulez, il y a un jeu qui est tout à fait pervers dans cette histoire-là, de ce qui fait que, d'une part, il y a effectivement la vision des difficultés qu'il y a à travailler sur ces chantiers, le fait qu'effectivement, ça n'arrange pas l'encadrement parce qu'il pourrait pouvoir s'exprimer en arabe ou en français avec les travailleurs algériens, par exemple, hein. Donc, il y a tout un certain nombre de conditions objectives qui font que, finalement, on a recours pour de très gros chantiers et qui doivent se faire relativement rapidement et à des coûts relativement brefs, à de la main-d'œuvre chinoise. Bon. Donc, ceci dit, je crois qu'il faut être beaucoup plus paisible que le sont certains nombres de commentateurs qui vont chercher des explications par les prisonniers. Hein. Je dois avouer que je n'ai jamais réussi vraiment à y croire. Mais encore une fois, ce problème-là montre une certaine universalité des problèmes que peuvent rencontrer les entreprises chinoises à l'horizon. Mais ceci dit, si je regarde l'exemple africain, hein, ce n'est pas dans tous les pays que les choses se passent de façon aussi systématique. Et il y a quand même des cas où les choses se font de façon plus simple, mais on rencontre cet afflux de travailleurs sur les grands chantiers qui sont confiés à des grandes entreprises chinoises qui sont obligées d'amener leurs propres travailleurs, mais pas dans toutes les entreprises. Pour ramener juste quelques petites précisions sur le cas du Laos, bon, ce qui se dit, hein, ce qui m'a été confirmé d'ailleurs par un ingénieur laotien qui travaille sur le chantier d'ailleurs du côté de Luang Prabang, c'est que les salaires proposés aux Laotiens par les Chinois sont le double en fait, du salaire moyen. Ah bon. Donc, les Chinois payent plutôt bien. C'est Néanmoins, l'inverse de l'Algérie. malgré ça, les Laotiens ne veulent pas travailler sur le chantier. Oui, mais alors Pour les pourquoi? raisons, Moi, ce que je voudrais savoir, c'est précisément qu'est-ce qui fait quand on dit les Laotiens n'avaient pas du tout l'intention, je vous cite, hein, n'avaient pas du oui, tout l'intention de travailler sur ces chantiers. C'est quoi le motif? C'est qu'ils eh n'ont ben, pas les qualifications, c'est que c'est des paysans qui estiment qu'effectivement ils n'ont pas les compétences pour travailler sur un chantier, ou parce que c'est justement un chantier et que ça peut être dangereux, ou je sais pas, hein. j'allais y venir, je l'ai déjà évoqué, c'est-à-dire qu'on considère, je crois, si ma mémoire est bonne, qu'il faut travailler entre 16 et 18 heures par jour. Ça, ce qui était inenvisageable pour les populations laotiennes. Et les conditions de travail, du moins la gestion, du moins, encore une fois, est-ce que c'est un mythe ou pas? En tout cas, c'est quelque chose qu'on m'a raconté des dizaines de fois. Les Laotiens ne veulent pas travailler avec des Chinois, puisque les Chinois ont des conditions de management qui sont semble-t-il, très dures. Donc, voilà les raisons qui ont été citées à plusieurs reprises. On ne veut pas travailler, on n'est pas intéressé à travailler sur ces chantiers, malgré le fait, encore une fois, qu'on offre le double du salaire moyen laotien. Et moi, les seuls Laotiens que j'ai rencontrés sur les chantiers du train au Laos, c'était essentiellement des ingénieurs qui servaient de traducteurs et qui servaient de lien finalement avec le gouvernement local, bien souvent, ou les chefs de village, etc. etc. Voilà ce que moi j'ai constaté sur le terrain et voilà ce qu'on m'a dit. Après, voilà, on ne l'a pas dit qu'une fois, on me l'a dit quand même un certain nombre de fois. Mais voilà, dans le cas laotien, en tout cas, c'est celui-là. Maintenant, je ne sais pas dans d'autres cas. Xavier? Oui, merci Thierry. Moi, je vais rebondir également sur ce que disait Thierry au début, tout début de son intervention. Bon, déjà, merci Eric d'avoir tissé autant de passerelles en fait, entre l'Afrique et le Laos, puisque finalement, on retrouve effectivement les mêmes modalités d'intervention chinoise au Laos qu'en Afrique, ce qui est tout à fait logique. Mais c'est toujours bien de se le rappeler, quoi. Donc, et puis, un mot personnel. Ça me rappelle mon séjour justement au Laos il y a à peu près 10 ans. Et ce qui m'avait frappé, c'était le nombre de chantiers avec les panneaux chinois, justement, écrits en chinois, tout au long de la route, en gros, de Vientiane jusqu'à Chiang Mai pour la Thaïlande. Enfin, vraiment sur toute la longueur du nord-ouest du Laos, quoi. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on retrouve les mêmes éléments, donc des corridors potentiellement ou possiblement de développement, quoi. On retrouve également des formes de dépendance aux capitaux, aux acteurs chinois, aux entreprises, etc. Donc, tout ceci est évidemment relié davantage aux prestations qu'aux investissements, parce qu'il n'y a pas, a priori, beaucoup d'IDE encore qu'il faudrait que
que je vérifie et que tu nous réponds, mais beaucoup d'investissements directs chinois à l'étranger, enfin au Laos, alors qu'on a beaucoup de prestations de services. Et tout ceci nous renvoie à des choses qui m'intéressent et qui nous intéressent en Afrique, notamment la rente, toutes les formes de rente en fait, qu'on peut avoir eu égard aux présences chinoises, quoi. Donc, après, est-ce que tu pourrais développer quelques points, notamment les réseaux, les réseaux de pouvoir entre élites laotiennes et éventuellement donc, les acteurs chinois. Et puis après, donc, une autre partie, un autre bloc qui m'intéresse plus en tant que géographe et comme toi aussi en tant que géographe, donc les questions qui portent sur l'utilité des projets, leur viabilité, leur rentabilité, et donc forcément des questions sur les impacts environnementaux et territoriaux provoqués par ces projets. Et donc, j'en viens à un troisième bloc que tu n'as pas abordé cette fois, ce sont les accaparements de terres. Est-ce que tu as un peu voilà, de matière première, on va dire, sur cet élément, cette forme d'intervention chinoise, puisque, bon, j'avais regardé depuis 2014 un peu les accaparements de terres chinois à l'étranger, et j'avais l'impression que Laos était quand même l'un des premiers pays à être, je ne sais pas si on peut dire victime, mais en tout cas, à être concerné par les accaparements de terres chinois à l'étranger. Et là, pendant que tu parlais, j'ai vérifié rapidement. Et en fait, il s'avère qu'en 2021, le Laos n'a pas beaucoup évolué apparemment. On est toujours vers les 550 000 hectares accaparés. C'est que 2% finalement du total. Et l'Afrique est passée loin devant, puisqu'on a, bon, il y a 54 pays, mais 6,5 millions d'hectares accaparés. Et ça correspond grosso modo au Mozambique. Donc en fait, on a 500 000 hectares accaparés au Mozambique et 550 000 au Laos. Donc est-ce que tu as quelques informations là-dessus, notamment sur les conséquences un petit peu sociales, environnementales et territoriales, du coup, évidemment, de ces accaparements? Ok, alors concernant les IDE, donc, pendant très longtemps, le plus grand investisseur au Laos, c'était la Thaïlande. Je rappelle, hein, le premier partenaire commercial du Laos, ce n'est pas la Chine, c'est la Thaïlande. Il va encore le rester, je pense, pendant quelques années. Mais depuis 2014, donc, la Chine est devenue le premier investisseur au Laos, le deuxième étant le Vietnam et le troisième la Thaïlande. Alors j'avoue que je n'ai pas beaucoup de mémoire, donc j'ai un peu oublié quels sont les chiffres dernièrement, mais la Chine s'est bien détachée maintenant du deuxième investisseur, ce qui n'était pas été le cas. Il y a quelques chiffres d'ailleurs dans le papier que je vous ai fourni, je crois, sur la relation entre le Vietnam et la Chine. En ce qui concerne les réseaux de pouvoir, alors ça c'est une question qui est fort intéressante, qui est très présente dans les deux papiers que je vous ai fournis. Bon, il ne faut pas surestimer non plus l'importance de la Chine dans les réseaux de pouvoir. Aujourd'hui, il faut bien être conscient que tous les dirigeants du Parti communiste laotien, tous les membres du Politburo sont des gens qui ont été formés au Vietnam, qui ont une grande proximité avec le Vietnam. Pour certains, se sont mariés avec des Vietnamiennes, parlent le vietnamien, et donc les réseaux de pouvoir au Laos sont bien davantage orientés en direction du Vietnam que de la Chine. Néanmoins, ce que l'on constate depuis quelques années, c'est que les élites urbaines, notamment dans un premier temps, on va dire commerçantes, et dans un second temps, les élites politiques commencent à envoyer de plus en plus leurs enfants faire leurs études en Chine, leur faire prendre des cours de mandarin, et qu'une fois qu'on a fait sa formation à l'école du parti de Hanoï, au Vietnam, on va compléter sa formation aujourd'hui en Chine, ce qui n'était pas le cas encore il y a 10 ou 15 ans. Donc, les réseaux de pouvoir sont encore une fois très forts et très orientés en direction du Vietnam, mais on voit bien que les générations des personnes qui ont 40 ans, 50 ans maintenant, qui sont au sein du parti, connaissent très bien la Chine, la fréquentent, bien souvent parlent de mieux en mieux le mandarin, et vont continuer leur formation donc en Chine, même s'ils restent très orientés au Vietnam. Aujourd'hui, il n'est pas possible de monter dans la hiérarchie du Parti communiste laotien si on n'a pas une formation vietnamienne. C'est encore aujourd'hui surdéterminant. Donc, encore une fois, il ne faut pas surestimer l'importance de la Chine dans les réseaux politiques. Ils sont là, ils sont présents, mais c'est bel et bien encore le Vietnam aujourd'hui qui est le partenaire privilégié, du moins sur le plan politique, sur le plan idéologique, c'est le Vietnam. Ça, c'est une chose. En ce qui concerne l'accaparement des terres, alors oui, bien évidemment, il y a des investissements importants de la Chine en direction donc, du Laos, dans la signature de concessions sur 30 ans, sur 25 ans, de zones qui permettent l'exploitation minière, qui permettent l'exploitation d'EVA,
etc., etc. Enfin, il y a une multitude en fait, de projets aujourd'hui qui font que finalement le Laos apparaît dans ces grands classements internationaux d'accaparement des terres. Bon, ce sont généralement donc des concessions hein, pour 30 ans, hein. On va dire grosso modo, parfois c'est un peu plus, parfois c'est un petit peu moins. Ce qui a posé problème et ce qui a engendré l'accélération en fait, de cet accaparement des terres par des intérêts chinois, c'est qu'en fait, là aussi, on croit souvent, très faussement, qu'un gouvernement communiste, en fait, est très centralisé. Ce n'est pas le cas du Laos, en fait, c'est très décentralisé. Et on a assisté au fait, depuis des années, on s'est rendu compte que certains terrains avaient été parfois donnés à 3 acteurs chinois séparément, puisque le gouvernement central a la possibilité de fournir des concessions foncières, que les régions, les provinces ont la possibilité de faire de même, que les districts peuvent faire de même, et on s'est rendu compte parfois que le même terrain ou au moins la même concession avait été donnée 3 fois, ce qui a gonflé aussi artificiellement, d'une certaine façon, les chiffres. C'est peut-être pour ça qu'on voit que les chiffres ont un petit peu baissé, puisque le gouvernement central a mis le holà dans tout ça et a mis un moratoire en 2015-2016, avec l'arrivée du nouveau Premier ministre qui est maintenant devenu président, hein, Trogloun Sessoulid, pour dire mais c'est n'importe quoi, en fait on ne sait plus qu'est-ce qui a été donné à qui, donc il est temps de mettre un moratoire et de regarder un petit peu ce qui se passe dans le pays. C'est pour ça que le Laos a sans doute baissé dans les chiffres. Néanmoins, dans le nord du Laos, il est évident que la présence et les investissements chinois dans des projets fonciers est très important et très visible. Cela dit, vous voyez la même chose dans le sud avec le Vietnam. Là encore, et même dans le nord aussi, on a des projets vietnamiens, hein. Moi, je vois tout un tas de projets vietnamiens, alors qu'ils n'ont pas l'ampleur des projets chinois, mais les Vietnamiens sont bel et bien encore présents dans le nord du Laos, et ils mènent des projets qui amènent l'accaparement de terres, notamment sur des projets de production d'EVA. En ce qui concerne les conséquences sociales, il faut savoir que le danger aujourd'hui pour le gouvernement central qui multiplie ses projets donc avec la Chine, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une population qui devienne progressivement hostile à la Chine. Et c'est bel et bien ce qu'on considère et ce qu'on constate dans le nord du Laos, où des projets qui ont été très mal gérés ou très mal implantés par des groupes privés ou étatiques laotiens ont amené une grogne sociale. Il y a notamment un moratoire qui a été déposé sur des projets de plantation de bananes. Il y a des projets de plantation de bananes qui étaient essentiellement au Laos pour exporter ensuite ces bananes en direction de la Chine, qui utilisaient des produits chimiques qui ont engendré des maladies parmi le personnel laotien. Et donc, il y a eu un tel grognement au sein de la population laotienne qu'il a fallu mettre un moratoire dans certaines provinces et regarder ce qui s'y passait. Donc, il y a, attention, la Chine certes est très présente, mais il y a de la grogne. Il y a des projets qui sont arrêtés, il y a des moratoires qui sont mis en place, on ne donne pas, la Chine ne fait pas ce qu'elle veut au Laos. Encore une fois, il faut arrêter d'écrire ce genre de choses et de le dire. Il y a, alors on peut considérer que pour l'Occident ou en Occident, on peut considérer que les garde-fous ne sont pas assez nombreux et pas assez puissants, mais la Chine ne fait pas tout, elle n'est pas toute puissante au Laos. Il y a des projets qui sont annulés, il y a des projets qui ont été annulés de barrages, de zones économiques spéciales, il y a des projets, la Chine dit non sur certains projets. Elle ne dit pas oui systématiquement à la Chine. Il faut bien être conscient de ça. Oui, D'accord. j'avais une Et- question. Oui. Est-ce que je peux juste rebondir en 2 secondes et après j'arrête? Est-ce que tu as, de tête, hein, ce n'est pas toujours évident, mais quelques exemples de secteurs en fait d'IDE? Donc, si tu peux nous donner quelques exemples de secteurs, hein, tout simplement, et puis de filières, peut-être tu parlais de la banane, de l'EVA, est-ce que tu as d'autres filières en tête pour l'accaparement? Donc des secteurs pour les IDE et des filières pour l'accaparement. Et est-ce que, j'en rajoute une dernière, est-ce que tu connais des exemples? Là, tu parlais de barrages. Est-ce que, par exemple, des Français, Alstom, Engie, etc., ou d'autres, participent à des cogestions, à des consortiums avec Sino Hydro, par exemple? Juste un point d'organisation. Il y a 2 personnes qui parleront après que vous ayez répondu. Il y a Catherine Bourrelli, il y a Frédéric Catouer, et il y a une autre personne, c'est Margot, je crois, qui s'est manifestée à l'instant, non? Oui, c'est moi. Oui, bon, alors il y a une façon quand même très simple de signaler que l'on a quelque chose, une question à poser, c'est d'utiliser la fonction réaction avec la main qui se lève, hein, lever la main, hein.
Donc, à ce moment-là, je suis sûr de vous repérer et je peux passer directement la parole. Alors, puisqu'on est toujours sur les questions des investissements, je viens de constater, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra vérifier parce que c'est vraiment quelque chose de très important, le montant que que la Chine aurait investi ces dernières années au Laos, ce serait au moins la moitié de ce qu'elle a investi en Afrique. Si vous comparez la taille de Laos au continent africain, ça montre quand même le degré d'importance que peut avoir ce pays par rapport à l'ensemble africain. Bon, alors Et, c'est à vérifier, mais là, j'ai regardé très rapidement dans les données que j'avais, c'est ce qui apparaît. et quel Donc, est le montant? 1,2 milliard pour deux années consécutives de 2018-2019 ou 2017-2018. Ah oui, Et, non, 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 c'est les bons chiffres. oui. C'est les bons chiffres. Oui. Alors, Ouais. et donc, et en Afrique, ces années-là, c'est 2 milliards 7, 2 milliards 9. Oui. Ceci dit, il semblerait que c'est diminué en 2019 et en 2020, hein, mais il y a eu 2 grandes années. Mais même si ça a diminué, dirons-nous que ça symbolise bien la place que peut occuper le Laos par rapport à l'Afrique. Et ça relativise encore, dirons-nous, le rôle que pourrait avoir, que peut avoir en fin de compte le FOCAC et toute la coopération sino-africaine. Et maintenant, je me tais, je vous passe la parole avant que je passe la parole à ceux qui lèveront la main, s'il vous plaît. Alors, la Chine, pour répondre à Xavier, donc la Chine, bien sûr, investit massivement dans les mines, dans les barrages, dans les EVA, dans le bois rare, comme le teck, par exemple. Donc, les investissements sont essentiellement tournés en direction des ressources naturelles, hein, principalement, puisque c'est quand même la force du Laos. Après, il y a maintenant des projets immobiliers majeurs, hein, que j'ai expliqués, donc des projets de complexes immobiliers récro-touristiques commerciaux qui sont très importants aujourd'hui. Il y en a déjà 4 ou 5 maintenant uniquement à Vientiane. Donc on voit que au cours des dernières années, on est passé des investissements dans l'exploitation des ressources naturelles à maintenant dans des investissements qui sont essentiellement immobiliers. Même si la Chine continue à prêter de l'argent et à construire des infrastructures majeures au Laos. En ce qui concerne des acteurs français qui seraient présents dans la gestion, dans l'éco-gestion, c'est ça le terme que tu as utilisé, je crois, au Laos, il y a assez peu d'acteurs. Alors, il y a pas mal d'ONG qui ont des liens avec la France. Des grands acteurs ne sont pas là. Le plus grand acteur qu'on peut identifier et qui travaille, hormis EDF, hein, qui travaille au Laos, c'est l'AFD, l'Agence française de développement, quand même investit massivement donc, dans certains projets qui sont d'ailleurs tous maintenant orientés sur des questions d'eau, des questions d'accès, de meilleure gestion sanitaire, des projets effectivement de biodiversité, protection de la biodiversité. Il y a un gros projet qui a été signé par l'AFD dernièrement sur la protection de la biodiversité, la gestion des parcs, parce qu'il y a des parcs naturels au Laos, mais ils sont globalement assez mal gérés, etc. etc. Donc aujourd'hui, la France est plus, encore une fois, dans la gestion de la biodiversité, dans les questions sanitaires, d'ailleurs bien avant la Covid-19, et ce type de questions d'accès à l'eau, aide aussi aux agriculteurs, aux populations rurales très pauvres, ils sont là-dedans. L'AFD est là-dedans, les acteurs qu'on peut identifier en France sont plutôt là-dedans, mais les grands acteurs qu'on peut voir notamment en Afrique et en Afrique de l'Ouest, c'est des gens qui ne sont pas présents, on va dire, au Laos, c'est trop lointain, de mon point de vue. Passer la parole à Catherine Pourelli, qui a posé une question par écrit, mais il serait aussi bien qu'elle la pose par voie orale. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, sans problème. D'accord. Merci déjà pour cette présentation très riche et vraiment passionnante. Ma réaction, c'était par rapport à ce que vous aviez dit sur la population laotienne, qui apparemment ne bénéficie pas des avantages du marché du travail, pas du train encore, puisque ce serait essentiellement un train à grande marchandise, et puis il n'est pas encore en route. Donc, je me demandais quels étaient aujourd'hui les bénéfices en fait de la population laotienne au quotidien. Est-ce qu'ils voient aujourd'hui des avantages? Est-ce que les soins sont gratuits et accessibles à tous au travers de cet hôpital dont vous avez parlé? Est-ce que déjà les produits importés ont baissé grâce à l'autoroute?
Voilà, donc au quotidien, en fait, pour un Laotien, je voulais voir un petit peu si certaines choses avaient changé en dehors du paysage qui effectivement a été bouleversé. Alors, pour la population laotienne, il y a quand même des gains, hein, il faut bien, alors au-delà de la fierté, hein, parce que bon, même si j'ai dit que beaucoup de Laotiens considéraient que c'était le train du gouvernement, bon, ça s'explique aussi pour des raisons historiques, puisque tout est impulsé par le gouvernement d'une certaine façon. Donc forcément, dès qu'il y a un grand projet qui se fait au Laos, comme il est impulsé par le gouvernement, pour la population laotienne, c'est forcément donc le train du gouvernement. Ceci explique cela. Mais il y a même malgré tout une grande fierté, encore une fois, la population laotienne d'avoir enfin le premier train à grande vitesse en Asie du Sud-Est. C'est les premiers, alors que, je le répète, c'était le seul pays d'Asie du Sud-Est à ne pas avoir de train. Alors il y avait bien un train, mais c'était un train dont la voie faisait 5 km et permettait donc de traverser le fleuve Mékong pour se rendre donc du Laos jusqu'à la ville de Nong Khai, enfin jusqu'à, pas la ville de Nong Khai, mais jusqu'à la Thaïlande. Les gains, ils sont quand même nombreux, c'est-à-dire que ce développement de ce corridor, enfin ces corridors de déplacement d'ailleurs qui au départ, je vous le rappelle, des pas une idée chinoise, hein, en Asie du Sud-Est, c'est une idée qui avait été promue par la Banque asiatique de développement, financée d'ailleurs par de grands bailleurs de fonds occidentaux. Donc au départ, ces projets qui sont apparus au milieu des années 90, ces grands corridors de développement, qui sont maintenant accélérés par les investissements majeurs chinois, sont des projets qui changent la vie aussi des Laotiens. Aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus facile de se déplacer au Laos à travers des routes qui ont été refaites, à travers des routes qui ont été construites, à travers une autoroute maintenant qui permet de relier Vientiane à Van Vieng en 1 heure, alors qu'avant il prenait 3 heures, 3 heures et demie. Donc il y a quand même de vrais gains en termes de déplacement de la population laotienne. Il est beaucoup plus facile de se déplacer au Laos. Ça n'a pas toujours été le cas. Laos avait quand même des routes d'une qualité assez médiocre. Ensuite, en ce qui concerne le prix, étant donné que je n'ai pas pu me rendre au Laos depuis novembre 2019, je n'ai pas pu, si vous voulez, mesurer le fait, enfin regarder si effectivement le prix des denrées avaient baissé. Il est fort probable qu'elles aient plutôt augmenté dans le cadre de la Covid-19, puisque les importations et les exportations sont rendues difficiles aujourd'hui. Donc, alors, encore une fois, le train n'est toujours pas en activité. Il n'y a pas d'autoroute qui permet aujourd'hui de traverser. Il n'y a pas d'autoroute qui se rend en Thaïlande. Donc, il est fort probable qu'il y ait une inflation. Il y a une inflation d'ailleurs, qui est, du moins dans les grands rapports internationaux, on parle d'inflation. Mes amis avec qui j'échange, qui sont au Laos, m'expliquent que la vie est de plus en plus chère. Mais pour l'instant, alors, hormis la fierté, hormis le fait qu'il est plus facile de se déplacer aujourd'hui sur le territoire laotien, qui sont des gains, pour l'instant, on ne voit pas, à ma connaissance, de baisse de prix ou un pouvoir d'achat laotien qui aurait augmenté grâce à ces grands projets chinois. Sauf que, petite nuance là-dessus, il y a un phénomène qui est intéressant qu'on retrouve essentiellement dans le nord du Laos. Le pouvoir d'achat des Laotiens a malgré tout augmenté, puisque ce n'était pas le cas il y a encore 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, on peut acheter massivement des produits chinois sur les marchés laotiens qui sont globalement moins chers que les produits qui sont fabriqués notamment en Thaïlande ou même au Vietnam. Donc le pouvoir d'achat laotien a augmenté à travers l'achat de produits, il faut bien le dire, globalement de très mauvaise qualité, mais qui sont beaucoup plus accessibles sur les marchés laotiens, encore une fois, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Je passe la parole à Freddy Scatoire, s'il vous plaît. Oui, alors j'avais 3 questions que j'avais déjà mises par écrit. Une fois, les intérêts pratiqués par les Chinois, est-ce qu'ils sont comparables à ce que le Laos a par ailleurs d'un côté pour les crédits libres et de l'autre côté par les crédits de développement? La deuxième chose, c'est la technologie du TGV ou la technologie avancée tout simplement. Est-ce que le Laos est capable, dans un avenir prévisible, de faire le maintien et l'administration de cette ligne tout seul? Ou est-ce que c'est à jamais clairement chinois, non seulement par les contrats, mais aussi par l'accès à la technologie? Le dernier point, c'est un souvenir quand j'étais au Pakistan il y a 40 ans. J'ai pu me glisser sur le chantier de la route chinoise dans l'Himalaya
Et je voyais que la nuit, la population locale volait pas mal de matériel qui était entassé par les Chinois le long de la route. Est-ce que les chantiers là-haut sont sécurisés à un point que ça ne se passe pas? Parce que vous avez parlé qu'il y a quand même une certaine animosité entre population locale et les chantiers. Merci. Très bien. Alors, je n'ai pas saisi complètement la première question, donc je vais développer la deuxième et la troisième. Et si vous le voulez bien, on reviendra à la première que vous pourrez préciser. Alors, en ce qui concerne la technologie du TGV, bien évidemment, les Laotiens n'ont pas la capacité, n'ont pas le personnel, hein, bien évidemment, pour gérer eux-mêmes donc cette ligne à très grande vitesse. Même s'il y a maintenant et au fur et à mesure, il y a une multitude d'ingénieurs laotiens qui seront formés au contact des Chinois, mais pour l'instant, ils n'ont pas, bien évidemment, le personnel pour gérer donc cette ligne de chemin de fer. Donc, elle va être gérée à travers une co-entreprise, bien sûr, laotienne et chinoise, sino-laotienne, mais les ingénieurs et tout le personnel sera principalement chinois. Et c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres secteurs, par exemple le secteur minier. On sait bien que même si le personnel dans les mines qui sont gérées par la Chine est très majoritairement laotien, dès qu'il s'agit de cadres et de cadres supérieurs ou de personnel avec une très haute technicité, ce sont bien souvent, ce sont même principalement d'ailleurs des ingénieurs ou du personnel qui vient de l'étranger. Et idem pour tout ce qui est réseau électrique. Je vous disais que le Laos donc, a construit plusieurs dizaines de barrages. Et là aussi, le personnel qui gère ces barrages est souvent formé à l'étranger ou issu de l'étranger. Et à un tel point que, il y a quelques mois, le Laos a mis en co-entreprise, à travers une co-entreprise sino-laotienne, a mis en gestion son réseau électrique et son réseau de barrages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et à l'avenir, pour les 25-30 prochaines années, le réseau électrique et le réseau de barrage laotien, présent sur le territoire laotien, va être géré en fait en partie par du personnel chinois. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas le personnel, ils n'ont pas suffisamment de personnel formé pour gérer ces barrages. Donc on retrouve finalement ce problème d'un manque de main-d'œuvre qualifiée, finalement quasiment dans tous les secteurs que le Laos est en train de développer. En ce qui concerne le matériel, alors la seule chose qui m'est venue aux oreilles, et je crois qu'il y a eu des articles aussi qui sont sortis dans les quotidiens, c'est qu'il y a des câbles électriques qui ont été volés, coupés le long des lignes de chemin de fer, ce qui d'ailleurs aurait pu retarder d'ailleurs l'inauguration du train. Et maintenant, les lignes sont, enfin du moins le tracé est un peu plus sécurisé, non pas par du personnel ou des milices chinoises, mais par l'armée et la police laotienne. Mais il y a bel et bien eu donc, du vol donc, de matériel et de câbles électriques le long de la ligne de chemin de fer durant le chantier, ce qui d'ailleurs, moi, m'a fait réfléchir à peut-être au niveau de sécurité de cette ligne de chemin de fer, si effectivement les paysans, les ruraux ou d'autres personnes continuent à couper des câbles le long des lignes de chemin de fer, ça pourrait engendrer quand même un accident majeur au bord de ce train. Donc on verra bien quelles sont les choses mises en place par le gouvernement laotien ou par le gestionnaire de ces lignes de chemin de fer pour sécuriser et faire en sorte que la sécurité soit parfaite sur les 420 km de cette ligne de chemin de fer. En ce qui concerne votre première question, écoutez, je ne l'ai pas vraiment compris. Si vous pouviez peut-être modifier la formulation. Oui, alors donc vous avez parlé qu'il y a des crédits à 3% qui financent ces projets. Et je voulais savoir comment ça s'insère dans les crédits que le Laos reçoit par ailleurs par d'autres pays, c'est-à-dire par des crédits de développement ou du grant, et si on doit aller sur le marché des crédits, est-ce que ces 3% sont raisonnables? Alors voilà, maintenant j'ai saisi votre question. Donc effectivement, j'ai indiqué que les prêts, du moins pour ce projet ferroviaire, se situaient autour de 2,3, 2,5, du moins c'est les informations qui ont filtré. Alors c'est très inférieur d'ailleurs aux prêts et aux taux qui étaient pratiqués par les acteurs chinois en 2014, 2015, 2016. Donc vous le savez tous, se situaient entre 7 et 8%. Maintenant, les Chinois sont un peu plus raisonnables, donc ils se situent maintenant entre 2 et 3%
Du moins, c'est les projets en Asie du Sud-Est que j'observe, c'est les taux. Du moins, quand les taux, bien sûr, sont accessibles, vous savez que c'est souvent un secret. Du moins, il est difficile d'accéder à cette information, mais c'est ce qui se dit, c'est ce qui se lit, c'est ce qui s'écrit, entre 2 et 3 %, mais ce sont des taux qui, bien évidemment, qui sont très supérieurs à ce que prête l'AFD, à ce que prêtent les banques de développement coréennes, japonaises, pardon. Je crois que la France prête autour de 1%. Même si la France, même l'AFD d'ailleurs, l'AFD n'aime pas trop communiquer là-dessus. Il est même très difficile d'avoir une information quand on discute avec des gens de l'AFD, mais je crois que c'est autour de 1%. La JICA, les Japonais, eux, prêtent généralement à 0,8, 0,9. Et je crois que ce sont quasiment les meilleurs taux qu'on puisse avoir sur le marché. Alors, il existe aussi des taux, des taux à 0%, bien sûr, mais on va dire en moyenne, et pour simplifier les choses, les taux qui sont pratiqués par la Chine dans des projets de développement sont 2 à 3 fois supérieurs à ce que peuvent prêter des agences de développement qui travaillent, encore une fois, sur l'Asie du Sud-Est, puisque moi, je ne regarde pas ce qui se passe en Afrique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Asie du Sud-Est. Donc, c'est les informations qui sont disponibles. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur cet aspect. Je vais Merci. apporter un élément complémentaire. Là, en fait, un taux à 3%, vu du point de vue chinois, et par rapport à ce qui se passe en Afrique, c'est très bon marché. Oui, Puisque oui. bien souvent, on est à 2% plus les bords, ce qui mène facilement à 6%, voire plus. Donc, ça a déjà des taux qui sont relativement bons. Alors, par rapport à l'opacité concernant les taux d'intérêt, c'est le fait de tous les créanciers et de tous les débiteurs d'être opaques, de façon à pouvoir conserver une capacité de marchandage avec, pour le créancier avec ses débiteurs et pour les débiteurs avec d'éventuels créanciers. Et l'AFD, la Banque mondiale n'y échappe pas, d'autant plus que, par exemple, il faut aussi qu'eux se financent. Donc, ils n'ont pas intérêt à dire quels sont les taux auxquels ils peuvent prêter. Alors, maintenant, je passe la parole à Margot en lui signalant qu'elle appuyait non pas sur lever la main, mais sur applaudir. Et c'est pour ça que sa main disparaissait immédiatement. Hein? Oui, effectivement, je n'ai pas l'option. Mais Mon si option ne vous s'affiche pas. n'avez Non, pas en dessous une barre avec marqué lever la main? non, non, non. C'est bizarre ça. Bon, bah écoutez, il faudra essayer de comprendre pourquoi, parce que Xavier n'a pas eu de problème tout à l'heure. Ouais, Bon, bah, c'est écoutez, bizarre parce oui. qu'effectivement, je la vois, d'habitude, je l'utilise, mais bon, tant pis. Oui, merci déjà pour votre intervention. Et du coup, je voudrais revenir aussi sur ces questions des ingénieurs. Pour contextualiser un peu ma question, en fait, donc, dans l'histoire récente de la Belt and Road, il y a le contexte encore plus récent de cet effort pour verdir les routes de la soie, donc tant pour des questions d'image suite aux nombreux grondements, comme vous l'avez évoqué, notamment au Laos autour des barrages hydroélectriques, mais aussi donc, qui se manifestent à travers des actions plus cosmétiques, initiatives RSE ou développement d'ONG chinoises, mais aussi liées à des évolutions des industries qu'elles cherchent à promouvoir, et notamment une nouvelle expertise green sur les infrastructures urbaines et sur green tech. Donc, ma question, c'était sur le côté chinois, comment vous percevez en fait le rôle du Laos dans le déploiement de son modèle de planification dans la sous-région, notamment de gouvernance environnementale. Là, je fais référence à certains MOU qui ont été signés entre les MME et le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement laotien, mais aussi de ces normes techniques environnementales. Et j'avais noté qu'il y avait eu effectivement le lancement, une transformation du Vientiane Saïseta Development Zone pour en faire une zone pilote, une zone de démonstration bas carbone pour les pays de l'Asie du Sud-Est. Et côté laotien, là, ma question du coup serait plus sur l'attractivité de ce modèle ou de cette nouvelle expertise plus qualitative au-delà des objectifs économiques. Et le rôle du coup de ces ingénieurs comme rôle de passeurs de normes à travers, d'après ce que j'ai pu voir aussi, je connais un peu moins le cas laotien que le cas indonésien et cambodgien, mais avec le déploiement de tout un travail de coopération technique pour former des ingénieurs, donc ça va de programmes d'envoyés ou d'ambassadeurs verts au rôle justement d'ONG qui vont former ces experts techniques laotiens. Et donc voilà, si vous avez un peu des données de terrain sur quel est le rôle de facilitateur et de passeur de normes. Voilà, merci. Votre question est
est complexe. N'étant moi-même pas ingénieur et n'ai aucun lien avec les écoles d'ingénieurs au Laos, je peux difficilement dire des choses là-dessus. Bon, ce que je constate malgré tout, c'est qu'il y a de plus en plus de bourses qui sont offertes maintenant aux étudiants laotiens. Alors pendant très longtemps, c'était des bourses qui étaient offertes pour aller en Australie, pour aller à Singapour, pour aller parfois un peu plus loin, dans des pays un peu plus lointains. Sauf qu'on constate maintenant depuis quelques années qu'il y a donc une multitude de bourses chinoises qui sont offertes. Et donc, il est fort probable que les ingénieurs laotiens bénéficient donc de cette formation dans des grandes universités chinoises. Donc, il y a ici, on peut voir donc un lien. En ce qui concerne le verdissement de la BRI, alors bon, c'est une volonté bien évidemment de la Chine, qui est annoncée depuis maintenant quelques années, et qui trouve un écho favorable au Laos, puisque le Laos, de toute façon, se considère comme un pays vert, pour deux raisons. La première, c'est que sa production électrique est une production hydroélectrique, donc il y a bien une centrale au charbon récente d'ailleurs qui a été inaugurée en 2018 au Laos, mais le Laos se vante systématiquement et toujours de dire que c'est un pays extrêmement vert puisqu'ils font essentiellement de l'hydroélectricité, donc ce verdissement de la BRI, encore une fois, trouve un écho favorable au Laos. Elle travaille également sur d'autres projets, de production hydroélectrique, de production d'énergie renouvelable, mais qui ne trouve pas d'ailleurs un écho hyper favorable au Laos, puisque le Laos n'est pas le Vietnam ou le Cambodge. Et encore une fois, elle a une production, elle est en surcapacité. Il faut savoir que le Laos est en surcapacité de production hydroélectrique. C'est la raison pour laquelle elle exporte incroyablement son électricité en direction des pays voisins. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Laos avait donc un congrès national du Parti communiste en début d'année 2021. Et dans le plan quinquennal 2021-2025, il est clairement indiqué que le verdissement de son économie est une priorité et quelque chose qui est inscrit maintenant dans le futur plan quinquennal. Donc, alors là, encore une fois, est-ce que c'est une volonté, est-ce que c'est une prise de conscience du pays? Est-ce que c'est quelque chose qui est piloté par Pékin? C'est possible aussi. Est-ce que c'est piloté par le Yunnan, par d'autres? Parce que ce qu'il ne faut pas comprendre au Laos, c'est que les acteurs chinois qui travaillent au Laos ne sont pas tous issus de Pékin et toutes les décisions ne sont pas prises par le gouvernement central de Pékin. Il y a aussi des acteurs très importants que l'on retrouve dans la province du Yunnan, donc la province qui est directement au contact avec le Laos, qui sont des acteurs importants et qui pilotent aussi des politiques, des idées, des projets directement sur le territoire laotien, puisque vous savez sans doute que pourquoi est-ce que la province du Yunnan est aussi intéressée à la construction de différents trains qui passeraient par Kunming? C'est parce que la province du Yunnan passerait d'une province périphérique à une province centrale. Donc elle garderait une place de centralité au sein, du moins dans sa connexion avec l'Asie du Sud-Est. Donc il y a plein de projets qui viennent du Yunnan. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus, sur ces questions. Alors oui, effectivement, il y a plein de projets qui ont été signés dernièrement, mais ce n'est pas nouveau. Alors encore une fois, moi je m'interroge beaucoup sur ces projets parce que ce n'est pas la première fois que le Laos joue le coup d'un pays qui préserve sa biodiversité, qui préserve son couvert forestier. Il faut savoir que ça fait 20 ans que le Laos se vend aux grands bailleurs de fonds le fait que c'est un pays qui est hautement boisé et qu'en fait les grands bailleurs de fonds et les agences bilatérales devraient financer un tourisme vert au Laos. Mais ça, c'est quelque part des mensonges racontés par le gouvernement laotien, parce qu'en réalité, pendant ce temps, la déforestation continue. Donc le Laos a quand même une grande finesse diplomatique d'une certaine façon, notamment vis-à-vis des grands bailleurs de fonds occidentaux. Ils leur vendent une certaine image du pays pour obtenir massivement des fonds, mais en fait, en réalité, sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on constate. Alors même si effectivement, vous avez relevé qu'il y a un certain nombre de projets qui ont été signés, est-ce qu'en réalité, ils vont se mettre en place sur le terrain? Je ne suis pas sûr, d'autant encore une fois que le Laos, ce n'est pas la première fois qu'il joue cette carte d'un pays qui défend sa biodiversité et son couvert forestier pour récupérer des centaines de millions de dollars d'investissement sur le territoire. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Écoutez, je vous remercie beaucoup, il est 11 heures. Quelqu'un a-t-il encore une question à poser?
Sinon, écoutez, je vais remercier Éric Mottet pour cette intervention qui a été absolument passionnante. Et je voulais vous annoncer que la prochaine séance aura lieu le 1er décembre. Nous recevrons Muriel Devey Malou qui évoquera la question des minerais et des métaux en République démocratique du Congo. Et ce séminaire-là sera en présentiel et en distanciel. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Éric Mottet, de nous avoir consacré ce temps et de nous avoir passionnés. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.